Dans les réseaux, on voit un petit peu les belles choses que font les gens. Il faut aussi parler de la régularité, quoi. C'est bien de me faire une belle séance, mais c'est pas une belle séance. Il faut en faire des centaines de belles séances. C'est juste pour faire une belle photo, ça va pas très loin. Salut Geoffrey. Salut David. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation à participer à Limitless Project. Tu fais partie des élites de ce nouveau sport à la mode qui est l'Aerox. On va en parler, voir un petit peu comment on s'entraîne, etc. En plus, tu me le disais avant qu'on démarre le podcast, tu as la spécificité d'avoir 43 ans, donc plutôt senior, et pour autant, tu arrives à avoir des performances absolument hallucinantes. Donc ça va être intéressant de voir un petit peu tout ça. Mais avant de démarrer, j'aime bien demander à mes invités s'ils ont une petite routine matinale qui leur permet de maximiser leur niveau de forme, d'énergie, de bonheur et de se sentir prêt à affronter la journée dans les meilleures dispositions. Alors moi, je suis pas trop, j'avoue, je suis pas trop du matin, donc le matin, c'est déjà toujours un peu compliqué. Donc la routine, elle se fait pas trop, elle se fait un petit peu dans le dur. C'est un peu le dur le matin. C'est le réveil qui sonne 3 fois. Faut se bouger vraiment pour sortir du lit. Il est 6 heures du matin, il y a personne dans l'appartement qui est réveillé. Donc ma routine, c'est plutôt d'être tranquillement le matin et me faire une petite tartine de beurre et ma petite barre de protéines, voilà. Pourquoi est-ce que tu te lèves si tôt ? Parce que à côté, je suis coach sportif et je suis souvent en horaire décalé, donc je travaille souvent tôt le matin, de 7h à partir de 7h du matin, je fais du coaching. Ouais. Ok, et j'imagine que la récupération, le sommeil, c'est un élément déterminant quand on est un athlète élite et qui plus est à ton âge. Comment est-ce que tu arrives à orchestrer ça ? Bah écoute, ouais, sincèrement, on sent vraiment que... Bon, après, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour bien récupérer, mais de mon point de vue, c'est hyper important d'avoir évidemment des bonnes heures de sommeil. Malgré tout, évidemment, je ne dors pas forcément les heures que je devrais dormir la journée, le soir. Je me couche à peut-être 11h, minuit, et je me lève à 6h du matin, donc 6 heures pour moi, c'est un peu juste. Donc effectivement, la journée, quand je peux, je fais des siestes ou des micro-siestes. Ok, et tu trouves que c'est efficace tu te couches comme ça, t'arrives à t'endormir facilement ? Ah ouais, non, mais des fois, je mets mon réveil, je me dis, ok, Google, mets-moi un réveil dans 20 minutes, et 10 secondes plus tard, je suis endormi, et je me réveille vraiment grâce au réveil, quoi. Putain, ça c'est vraiment un super pouvoir, je suis jaloux, j'ai mon ami JB Bourgeois qui est médecin urgentiste et c'est pareil, il est capable comme ça de s'endormir en 2 secondes. Moi aussi j'aime bien, tu vois, me faire entre guillemets des siestes le midi, ça régénère un peu les voies dopaminergiques et c'est un peu comme si ça divisait mes journées en 2 demi-journées. Donc je trouve que cette vision déjà de voir sa journée comme 2 demi-journées, elle modifie ta perception du temps et ton organisation. Mais malgré tout, j'ai du mal moi à m'endormir. Donc souvent, ce que je fais, c'est que je fais un yoga nidra / maintenant en mode moderne sous l'impulsion d'Andrew Huberman. Ça s'appelle NSDR, Non-Sleep Deep Rest. Et donc en fait, ça s'appelle la rotation de la conscience. Tu penses à différentes parties de ton corps. Et l'avantage, c'est que ça t'oblige à être sur l'interoception et à pas partir dans plein d'idées, de choses que tu voudrais faire après, etc. Ça te propulse un peu dans l'ici et maintenant. Et donc, d'après les recherches d'Andrew Huberman d'Harvard, c'est la technique la plus efficace pour réinitialiser les voies dopaminergiques, les régénérer. Et les voies dopaminergiques, c'est vraiment celles qui nous donnent la motivation, la capacité à poursuivre des objectifs à moyen long terme, etc. Donc voilà, mais j'aimerais bien, tu vas pouvoir juste me coucher et puis paf, m'endormir, quoi. Ah, c'est vrai que j'avoue, c'est assez cool, mais comme je te dis, des fois, si je mets pas le réveil, je peux me réveiller 2 heures plus tard. Donc, comme quoi, il y a toujours une petite il y a toujours une fatigue qui est là, bon, due sûrement à l'intensité de l'entraînement ou à la récurrence des entraînements qui fait que voilà, le corps est quand même assez fatigué et c'est pas trop dur pour moi de me rendormir. Alors si je m'entraînais pas pendant plusieurs jours, et peut-être là ce serait plus compliqué parce que j'aurais pas assez de fatigue physique qui me donnerait l'envie de dormir rapidement, quoi. Ok. Bon, avant de parler d'Aerox, avant, tu as fait des Spartans. Ouais. Et justement, tu me demandais ce que je faisais. Je te parlais de mes ultra-trails dans les endroits les plus extrêmes au monde. Ouais. Mais je disais que j'avais pas spécialement de religion. Moi, ce que j'aime, c'est être un 4x4 et me fixer plutôt des défis et pouvoir m'entraîner en conséquence. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est la polyvalence. Je suis convaincu que l'être humain, tu vois, on dit que l'être humain est ultra endurant et qu'il a été conçu pour courir. Je pense qu'il a été conçu pour courir et pour porter. Parce que après avoir poursuivi un animal sur des dizaines de kilomètres jusqu'à ce qu'il soit suffisamment épuisé pour le tuer, c'est ce qu'on appelle la chasse à l'approche et à l'épuisement, et c'était ce qui était pratiqué par nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Bah après, il fallait quand même qu'ils se trimballent leur carcasse sur des dizaines de kilomètres. Et pareil, dans le camp, etc., on est doté de la préhension et donc on a la capacité de porter. Donc, tu vois, les gens qui font de la muscu, ils disent oui, il faut pas faire d'endurance. Les gens qui font de l'endurance, ils disent oui, il faut pas faire de muscu parce qu'on parle toujours comment dire, allez, dis-moi, aide-moi. Oui, bah, je trouve pas le mot, mais je vois ce que tu veux dire. Enfin bref, du fait que l'un minimise Ouais. les résultats de l'autre.
Et moi, à l'inverse, j'ai jamais voulu écouter ce discours-là et j'ai toujours eu envie d'être polyvalent. Donc même encore aujourd'hui, où j'ai une prédominance sur l'endurance, Interférence. interférence, voilà. Même aujourd'hui où j'ai une prédominance sur l'endurance, je continue à m'entraîner malgré tout en force, etc. pour maintenir un corps fort et solide. Et c'est ce que j'aimais bien chez Spartan, tu vois, cette idée à la fois de devoir être capable de courir sur les sentiers, sur les chemins, en même temps avoir des capacités de force et athlétique assez développées, et puis même des habilités physiques variées, parce que tu dois franchir des obstacles, il y a des moments où tu dois escalader, tu as des trucs d'équilibre, etc. Donc c'est assez polyvalent, et j'ai l'impression que ça utilise un petit peu toutes les capacités humaines naturelles. Toi, qu'est-ce qui t'a intéressé dans Spartan? Bah déjà c'est tout ce côté qualité physique en fait. T'as vraiment effectivement t'as toutes les qualités physiques, l'endurance, l'agilité, l'équilibre, tout ce que tu peux trouver en qualité physique. Je crois que tu l'as réuni sur Spartan. Même les neurones parce qu'il y avait aussi des fois Ouais, c'est vrai. des tableaux à retenir, etc. Non, ce que j'ai aimé c'est surtout le côté outdoor où tu cours et quelque part il se passe quelque chose pendant c'est un trail avec des obstacles et je trouve ça assez cool d'avoir des trucs hyper variés, hyper ludiques et en plus c'est hyper intuitif quoi. Dès que t'es gamin, tu vois tous les gamins ils adorent faire des monkeys, des machins. Et du coup, tu retrouves un peu cet aspect un peu gamin quand tu fais ce genre de course. Quoi. Et je vois, les gens s'éclatent, ce genre de trucs. Tu te roules dans la boue, tu repars. Ce qui peut paraître un peu absurde au début est devenu vraiment un vrai sport et vraiment hyper fun. Quoi. Et alors justement, on parlait des interférences. Comment est-ce que tu développes un corps qui soit à la fois capable de courir vite et en même temps de soulever lourd? Bah, c'est un mix, c'est un super mix. Après, je dis, en fait, à la base, je suis arrivé plus du côté avec la musculation. Donc, j'avais déjà ce côté un peu plus force. Force, enfin, l'entraînement de musculation, je l'ai quand même acquis depuis des années. Donc, je suis arrivé déjà avec un bon potentiel. Et derrière, bah, évidemment, j'ai mixé le travail entre la musculation, tout ce qui est bon, ce qui est travail musculaire, et le travail d'endurance. Après, ce qui peut être aussi après l'entraînement un peu croisé des sports. Mais je l'ai appréhendé d'une manière assez mixte en fait dans l'entraînement. Et j'aime beaucoup l'entraînement mixte en fait, pas me cantonner genre qu'à la muscu, qu'à courir, qu'à faire un truc. Voilà, pour moi, j'aime bien que l'entraînement soit assez varié. Pas parce que je fais de la compétition maintenant dans ce style-là, c'est parce que je trouve que c'est important aussi d'être complet au niveau de ce qu'on appelait à l'époque être athlétique. Maintenant, on dit bon, maintenant on entend souvent tout le monde se prétend entre guillemets athlète, mais la gamme athlétique pour moi c'est vraiment d'avoir un maximum de qualité physique. Même si j'ai pas toutes les qualités physiques optimum, mais de s'approcher un petit peu de tout, d'être un peu endurant, d'être un peu fort, d'être un peu agile, d'être un peu voilà tout ce qu'on veut quoi. Et tu penses qu'on peut développer toutes ces qualités physiques parallèlement les unes les autres, ou bien plutôt comme tu l'as fait, mettre le focus sur une seule, donc par exemple la musculation, développer ta force, etc. Et puis après l'endurance, et puis après l'agilité, et simplement entretenir celle que tu aurais développée par le passé? Non, non, je pense qu'on peut tout entraîner en même temps. Après, c'est une question d'objectif. Après, si on veut devenir l'homme le plus musclé du monde, bah, clairement, on va peut-être laisser l'endurance de côté. Si on veut devenir l'homme le plus endurant du monde, peut-être qu'on fera beaucoup moins de musculation. Après, ça dépend de sa priorité, mais je pense qu'on peut vraiment gagner en qualité physique en travaillant tout en même temps. Après, d'une manière intelligente et aussi d'une manière adaptée à soit ses objectifs, soit ce qu'on a envie finalement. Si on veut être, je sais pas, je dirais une bêtise, si on veut soulever 300 kilos au soulevé de terre, bah voilà, il faudra tout mettre en fonction par rapport à ça. Faudra s'entraîner beaucoup en force. Si on veut faire un marathon, évidemment, on sera obligé de s'entraîner plus en endurance, mais ça n'empêche pas qu'on peut être mix. Mais après, voilà, encore une fois, en fonction de l'objectif qu'on a, quoi. Comment est-ce que tu programmes un peu ton entraînement justement dans cette logique de polyvalence? Alors, si on parle d'une manière générale, j'ai toujours un petit peu varié. Donc, à l'époque, on va dire, c'est vrai que j'avais ce côté un peu plus musculation. Donc, je priorisais, entre guillemets, le travail de musculation. Donc, je m'entraînais 4, 5, 6 fois par semaine en musculation. Et par-dessus ça, j'intégrais des séances de cardio. Ça pouvait être du vélo, du rameur, du skieur ou toutes les machines qu'on peut retrouver en salle de sport ou éventuellement courir. C'était plutôt ça ma base d'entraînement. C'était un côté cardio, un côté muscu. Ça s'arrêtait un petit peu ici. Et après, bon, maintenant, évidemment, avec ce sport, je sais pas si on en parle maintenant, mais avec l'Aerox, j'ai plus cette partie où je vais vraiment découper la semaine et travailler beaucoup plus sur le running. Donc, je fais deux fois séances de muscu, 3, 4, voire 5 séances de running, des séances de compromise running, des séances de un peu de mobilité. Bon, je dis un peu parce que c'est pas assez régulier à mon goût, mais voilà, c'est...
Bon, de toute façon, je rembobinerai après Ouais. pour d'autres sujets, puisqu'on parle de l'Aerox. Allons-y. Donc, est-ce que tu peux me décrire justement tes séances clés en musculation, en running, et puis ce que tu appelles les compromise run? Alors pour moi, la séance de musculation, il y a deux séances indispensables à mon goût. Déjà d'une, parce que, bon, déjà d'une, j'adore ça en fait. C'est pas, paradoxalement, il y a beaucoup de gens qui se forcent à le faire parce que c'est important. Moi, c'est plutôt à l'inverse. Je trouve ça assez. Pour moi, ça me fait du bien en fait. Et ça me fait du bien. J'ai toujours rêvé ça et ça fait des années que j'en fais. Pour moi, il y a deux séances très importantes. Ça va être la séance de dos-épaules. Parce qu'évidemment, on mobilise beaucoup le dos. Gros travail de charge au niveau des épaules. Donc pour moi, c'est les muscles les plus importants, c'est le dos et les épaules. Donc une séance de dos-épaules et une deuxième séance dans la semaine axée sur tout le bas du corps. Ok, donc tu travailles pas du tout les pecs, etc. Les pecs, je les fais, en fait, c'est mon petit bonus si j'ai le temps et si vraiment ça. Clairement, je vais le faire aller une fois tous les 2 semaines, 3 semaines. Et voilà, je crois que ça fait un mois que j'ai pas fait les pecs. En plus, j'ai toujours été très nul en pecs. En développé couché, j'ai toujours été jamais très fort. Je sais pas, je crois que j'ai soulevé maximum, parce que les gens aiment bien avoir des références tout le temps. Je crois que j'ai dû soulever peut-être 110, 115 kilos, une rep, ce qui n'est pas non plus énorme pour mon poids. Tu pèses combien? Hier, tu vois, figure-toi, je me suis pesé, j'étais étonné. Je pensais que j'étais à 92, apparemment, je suis à 93, 94. Pour quelle taille? À 86. Ok, ah ouais, t'es quand même lourd du coup. Ouais, Pour, il y a de la densité, on va dire. et donc, si on rentre un peu dans le détail de ta séance, donc par exemple ta séance dos-épaule, qu'est-ce que tu fais comme exercice? Est-ce que tu fais plutôt des supersets pour optimiser le temps, ou plutôt de la force, plutôt lourd Alors, avec des temps de récup un peu plus élevés, plutôt typé hypertrophie, enfin. tu peux ouais, me alors plutôt décrire un déjà peu typé force, hypertrophie, c'est-à-dire que je vais éviter tout ce qui est un peu superset, sauf certaines séances, si je fais des séances bonus. J'estime que j'ai beaucoup de séances intenses dans la semaine, que ce soit en running, enfin les séances de qualité en running, les main-con que je peux faire, enfin les petits WOD que je vais faire où je mets beaucoup d'intensité. Donc en muscu, je favorise vraiment l'intensité, mais sur des séries. Je fais pas 3 exercices enchaînés à transpirer dans tous les sens. Non, je mets vraiment la qualité, donc je travaille sur des séries d'entre 8-12 répétitions. Alors, je travaille rarement trop lourd. Je l'ai fait, j'ai travaillé lourd à une époque, mais j'ai jamais été dans l'excès de travail de force, parce que j'ai toujours eu peur, en fait, entre guillemets, de la blessure. Malgré, je pense qu'on peut bien s'entraîner, on peut faire les choses très bien, mais justement, ça n'empêche pas, plus on va travailler d'une manière, on va diminuer la sécurité à cause de la charge. Bah, j'ai toujours estimé qu'il fallait toujours faire attention. J'ai jamais été trop dans cette performance de charge, plutôt dans la performance, voilà, d'avoir une charge correcte et travailler sur des séries de 8 à 12 répétitions, quoi. Et sur quel type d'exercice pour tes Alors, séances dos-épaule et puis bas du corps? Alors ça va dépendre, parce que soit je m'entraîne dans une salle, dans la salle où je travaille, et où je m'entraîne beaucoup aussi, que c'est sur R2 Training. Là, je fais les séances avec de la charge libre, quoi. Donc pour le dos, ça va être des tractions, du rowing, du bûcheron, tirage écarté, traction prise serrée, etc. Et pour les épaules, bah, la base de shoulder press, enfin le développé, ce qu'on appelait le développé militaire, développé épaule, élévation latérale. Et après, quand je suis en salle de sport, j'ai une salle de sport juste à côté de chez moi, plutôt typé muscu. Voilà, justement, je profite d'utiliser les machines assistées, type le tirage horizontal, tirage vertical. Ça me permet de varier aussi l'entraînement. Et pour le bas du corps? Et pour le bas du corps, alors soit je suis en salle de sport, bah si je suis dans une salle où il n'y a pas de machine, ça va être pour moi la base, ça va être le squat, fente et soulevé de terre. En soulevé de terre, jambes tendues, le deadlift roumain. Ou quand je suis dans la salle de sport, ça va être presse inclinée, fente, soulevé de terre et hip thrust. Et ça, tu suis les logiques de cycle de progression pour essayer de progresser, ou bien tu es plutôt dans une optique de maintien et puis tu utilises plus ou moins toujours les mêmes charges? Non, après j'essaie, des fois je me fais les petits cycles. Après, j'ai pas non plus un objectif de progression énorme en musculation, je suis plutôt de maintien et de garder cette force que je peux avoir sur certains mouvements. Mais c'est vrai qu'effectivement, sur des fois des petits cycles de 4 semaines, je vais plutôt monter en poids plutôt qu'en répétition. Je vais me dire, ok, cette semaine, je sais pas, l'après j'ai mis 200, la semaine d'après je mettrai 205, 210, et après la semaine 4, je mettrai 240. Mais des fois, comme justement j'alterne d'une salle à l'autre, des fois je suis pas toujours sur le même matériel. Ouais, donc, t'as pas tes repères de progression. je suis pas absolument carré sur ce niveau-là, mais voilà, les séances sont bien efficaces en tout cas. Et donc avec 2 séances par semaine, visiblement, tu arrives à bien maintenir ton physique, quoi. Ouais, voilà, c'est 2 séances. Après, comme je te dis, avant, j'en faisais beaucoup plus. Et quand j'ai le temps, je rajoute des petits mouvements supplémentaires, comme les dips, le travail un petit peu de bras. Mais c'est du complément, on va dire. Parce que
malgré tout, en aérox, on a besoin de s'entraîner beaucoup. Et encore beaucoup de qualité physique. Et aussi, après, aussi travailler sur tous mes points faibles qui sont présents. Donc, ça demande beaucoup de temps. Et aussi, évidemment, on intègre la fatigue. Donc, il faut aussi gérer entre la fatigue, la charge d'entraînement, l'intensité, le volume, etc. Et sur les séances de running, du coup, ça s'organise comment? Alors, séance de running, c'est assez classique. Pour moi, ce que je trouve assez classique, c'est 2 grosses séances, on va dire 2 séances d'intensité, un peu séances de qualité, un peu avec une séance, tu vois, je l'ai fait ce matin, c'est une séance, en ce moment, je fais un fractionné court. Bon, ce que j'appelle un fractionné court, ça va être entre 400 et 600 mètres. Aujourd'hui, je devais rentrer un 10 fois 500 à 19,2 km/h. Bon, là, c'était sur tapis. Et en fin de semaine, j'ai une deuxième séance, plutôt travail de seuil, où je travaille entre des cycles entre... des temps entre 4 et 8 minutes à maintien en dessous un petit peu du seuil 2, quoi. Ouais, hyper taxant, quoi. Et donc les 3 autres séances, Les 3 séances, c'est de l'EF ou des fois le l'EF un petit peu appuyé, on va dire. Ok. Je fais de temps en temps des petits tempos, mais pas plus que ça. Parce que souvent, déjà, ces 2 grosses séances de running me créent de la fatigue. Ouais, et comme derrière, j'ai encore des autres séances qu'on appelle de compromise run, où là, j'en vois un peu plus sur la course à pied. Donc, c'est pour équilibrer vraiment dans la semaine. Et donc tes séances d'endurance fondamentale, on va dire, Ouais. tu fais des séances quoi, d'1 heure ou parfois plus long? 1 heure, en général c'est 1 heure. Okay. Une heure, là, c'est un classique. tranquille. Alors des fois ça va être 45 minutes, 1 heure. Voilà. Après les journées sont assez rythmées parce que il y a aussi la vie de famille qui fait que des fois, merde, il est 3 heures, putain, il me reste que 45 minutes pour faire la séance, donc ça se finit un peu comme ça. Mais quand j'ai le temps, en théorie, l'endurance fondamentale c'est 1 heure, je fais 11 km dans l'heure et ça me va, quoi. C'est cool. Et donc les dernières séances clés, c'est les compromise run. Donc Ouais. c'est quoi ça exactement? On va dire compromise run, ça a été mis justement au goût du jour je pense que depuis l'Aerox. Je sais pas qui a mis ce nom-là, mais qui est sur un mode d'entraînement qui se faisait déjà, mais là ça a été un petit peu plus à la mode et c'est de travailler en fait sous fatigue. C'est de relancer c'est de courir et de courir sous fatigue, on va dire. Donc c'est tout simplement, tu fais un exercice tu cours et tu fais un exercice à côté de ça, quoi. Tu cours, tu fais un exercice à côté, etc. Alors en aérox, tu peux utiliser l'exercice qu'on utilise pour l'aérox, les sleds, les skieurs, les rameurs ou ce que tu veux, ou tout simplement tu es autour d'un stade et tu peux faire des squats, des pompes et c'est pas mal aussi, quoi. Après, ça dépend de l'objectif et de comment tu veux te situer sur ta séance, mais en gros, c'est un travail sous fatigue. C'est du running sous fatigue. Et donc, si je calcule bien, ça te fait 9 à 10 séances par semaine? Oui, à peu près. Ouais. Donc, tu fais du bi-quotidien, j'imagine? Ouais, c'est 2 fois par jour. Alors, le week-end, des fois, je m'entraîne plus ou moins, mais j'essaie de toujours. J'ai pas de séance de repos. Enfin, j'ai pas de jour vraiment de repos par semaine. J'ai plutôt des séances qui vont entre guillemets, on peut pas dire des séances régénères, mais des séances plutôt très cool, comme souvent le dimanche. Soit je vais courir, soit je fais 1 heure de vélo, zone 2. Parce que je fais aussi souvent je complète souvent les entraînements, des fois, par un peu de zone 2 en vélo, aussi. Ouais. Ça fait quoi comme volume hebdomadaire à peu près? T'as une idée? Oui, mais c'est entre 17, 19 heures, 20 heures par semaine. C'est un énorme volume quand même. Tu parlais de stats tout à l'heure au développé couché, histoire qu'on se rende compte. Tu veux donner 2-3 stats, notamment la vitesse à laquelle tu cours au kill, etc. Ou tu es en aérox. Enfin, si tu veux donner quelques références pour qu'on se rende compte quand même de la machine. Ouais, étonnamment, j'ai pas des références de fou. Je pense que j'ai une bonne qualité physique, c'est de pouvoir repartir assez vite et de pouvoir courir quand même à une bonne vitesse en fatigue. Bon, on va dire, voilà, non, parce que mon dernier 10 km, il date déjà la dernière fois que j'ai fait un 10 km, c'était il y a 3 ans. J'avais fait 37 minutes et quelques, ce qui est pas fou par rapport à mes collaborateurs, mes concurrents, mes grands concurrents. Je pense que je vaux un peu mieux, mais après, non, après ma spécialité, moi je m'étais un peu spécialisé dans le rameur. Donc le rameur, j'ai un 6,15 au 2000. Ça, c'est une de mes on va dire, de mes plus grosses performances. Voilà, c'est un bon test. 2000 mètres au 6,15, c'est pas mal. Et ton temps record à l'Aerox en solo? Je l'ai fait il y a quelques semaines. Là, c'est en solo pro, 56-35. Incroyable, c'est stratosphérique. Bon, et donc du coup, avec ce volume d'entraînement, donc tu l'as dit, t'as 43 ans, c'est pas que je fais une fixette dessus, mais j'ai un ami, Rudy Koya, qui m'écoute d'ailleurs, et qui justement approche tranquillement de la quarantaine. Il vient d'ailleurs de sortir une série de vidéos qui s'appelle Protocole 40, où il raconte un peu tout ce qu'il fait justement pour continuer à performer, à être bien en santé, etc., et optimiser sa longévité.
à son âge. Et pour autant, il s'aperçoit qu'il récupère quand même moins vite, qu'il a plus facilement des petites douleurs à gauche, à droite. Comment est-ce que toi, tu vis ça? Est-ce que tu as vu justement ton corps, ta capacité de récupération évoluer avec le temps? Qu'est-ce que tu as mis en place pour continuer à durer? Tu parlais tout à l'heure de la prévention des blessures pour éviter de te blesser ou pour en revenir quand tu te blesses. D'ailleurs, un petit bonjour à Rudy qui prépare son Aerox. C'est vrai, ça. Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que finalement, alors, je m'aperçois actuellement que avec tout le volume d'entraînement que je fais, tout ce que quelque part, je mets en place aussi une certaine routine pour être en forme, pour pas me blesser quelque part. D'ailleurs, on parle de musculation. Au-delà de la performance, la musculation, ça va aussi, pour moi, prévenir aussi enfin, ça va faire une charpente du corps. C'est important aussi d'avoir une bonne musculature pour tenir tout ce show d'entraînement. Et je me suis beaucoup plus blessé il y a quelques années. Et j'étais dans un enchaînement un peu de blessures, les genoux. Après, j'ai eu les ischios, j'ai eu pas mal de petites blessures, des petits pépins. Et malgré tout, j'ai pas l'impression de moins bien récupérer qu'il y a certaines années. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir un peu plusieurs vies quand même. Parce que voilà, j'ai toujours été très sportif, mais je pense que j'ai jamais été aussi performant qu'à mon âge. Enfin, si je reporte il y a 20 ans, j'étais très sportif. Mais j'aurais pas pu faire, enfin j'aurais peut-être pu le faire avec de l'entraînement, mais déjà j'étais pas autant investi d'une manière, on va dire entre guillemets professionnelle au niveau sportif. Mais j'ai l'impression limite sur la récupération, on parlait des siestes, etc. Mais je sens pas que je me sens trop fatigué pour l'instant. Tu vois. Alors peut-être que ça va arriver d'un coup, à un moment ça va arriver du jour au lendemain, ça va me taper derrière la tête. Et là je vais sentir peut-être la différence. La différence, ça se fait plutôt, je le sens plutôt, alors on dit pas forcément dans le sport, mais par contre, si je me couche tard, si j'ai par exemple le loisir, je sais pas, d'aller boire un verre de vin, une bière, je sens que le lendemain, c'est vrai qu'il y a un côté plus compliqué que quand j'avais 20 ans, ça c'est clair. C'est plutôt au niveau de l'hygiène de vie. Et tu mets pas en place des choses comme la mobilité, des automassages, des séances de sauna, de cryothérapie, etc. Si, je fais alors du sauna à la salle de sport où je suis, donc c'est cool parce qu'on a un sauna, donc j'essaie d'en faire 1 à 2 fois par semaine. J'ai le pistolet automassage que je me fais un petit peu. La mobilité, bon, comme on disait, ça fait partie du protocole que je mets en place, mais qui squeeze souvent dans la semaine, et alors que je sens que j'en ai vraiment besoin. Mais oui, après, il y a plein de choses à mettre en place, et j'en suis conscient, mais je fais pas, en fait, je me suis pas encore mis une routine assez costaud pour que ça soit efficace, quoi. Qu'est-ce que tu bosses prioritairement dans ton protocole en mobilité? Les hanches, ouais. Ouverture de hanche? Ouais, ouverture de hanche, ouais. Ok. Ouais. Et quoi? Et ça te prend 5 minutes comme ça que tu passes en fil dans ta journée? C'est souvent soit entre deux coachings, je me prends 5 minutes, je me fais quelques étirements, etc. Parce que je sens que je manque de mobilité un petit peu. C'est vrai qu'au niveau de la hanche, je sens qu'il y a une certaine raideur. Même on le voit quand je cours, en fait. Quand je cours, quand je vois certaines personnes courir, je suis en admiration, et quand je me vois courir, je vais, c'est chaud, quoi. Et t'as pas les ischios aussi qui te raidissent avec la course? J'ai eu un claquage des ischios il y a 3 ans, mais qui m'avait, en fait, ça fait des années qu'en fait je le sentais, mais je savais pas que c'était un problème ischio. J'avais mis ça sous le compte de la sciatique, et un jour ça a craqué, et là j'ai fait merde, en fait c'était vraiment l'ischio, enfin ouais, et j'avais mal, en fait, ça faisait des dizaines d'années que j'avais mal, peut-être 10-15 ans que j'avais vraiment mal aux ischios. Et je m'étais toujours sur le compte, c'est le nerf sciatique qui passe, machin. Voilà. Et le jour où ça cassait, on m'a dit, non, t'as eu une usure sur le tendon. Et après, ma façon de courir aussi. Après, j'ai essayé de transformer un petit peu ma façon de courir qui était trop musculaire au début. Comment t'as fait ça? Comment t'as transformé ta façon de courir? Déjà, j'ai appris, parce que j'ai couru, on va dire, façon intuitive pendant... je cours depuis... Je pense que ça fait depuis... J'ai 12-13 ans, j'ai toujours aimé, en fait, courir. Au début, je le faisais pour d'autres raisons. Au fur et à mesure, je l'ai fait de manière toujours intuitive. Pendant 20-30 ans, pour moi, courir, c'était sortir de chez toi, tu courais direct. Tu finissais les 5 dernières minutes par un sprint, et tu rentrais chez toi. Et tu devais parcourir le plus de distance possible avec la forme du jour. Pour moi, c'était ça. Et après, j'ai commencé à m'intéresser au running il y a quelques années. Déjà, notamment avec la Spartan, et de plus en plus. Et depuis 5-6 ans, j'ai compris que
avec la qualité aussi qu'on peut avoir sur YouTube et tout, sur l'internet, on voit quand même. Et donc je me suis vraiment intéressé au sujet et j'ai remarqué que ça allait pas du tout, quoi. Il y avait plein de choses à améliorer sur ma foulée, donc notamment sur ma foulée, sur la façon de courir, sur l'entraînement en soi. Il y a donc d'une manière intuitive, je suis passé plus à une manière un peu plus structurée sur mon entraînement, sur ma façon de faire. Et après, bon, malgré tout, dire changer de foulée, c'est une habitude qui s'est fait depuis 30 ans et c'est hyper compliqué en fait de dire ah tiens bah vas-y je vais faire plus de pas parce qu'on dit ouais faut faire 180 pas, bah je passe de 150 à 180 pas, comment je fais quoi, c'est pour ça que je te posais la question, tu vois. T'as un petit peu cette double philosophie où t'en as qui disent il y a une fréquence idéale, un mouvement de course idéal, etc. Puis t'en as d'autres qui disent que ton corps utilise naturellement la foulée la plus économique et naturelle pour lui. Et que essayer de le contraindre et de le forcer à faire autre chose, en réalité, c'est faux, tu vois. Et c'est une mauvaise stratégie. Et c'est vrai, tu vois, moi, c'est vrai, je sais pas si c'est vrai, mais je veux dire, à un moment, je me suis dit comme toi, il faudrait que j'augmente ma fréquence, ma cadence. Et donc, je me concentrais pour faire des plus petits pas, pour augmenter ma cadence, etc. Et en fait, j'avais l'impression d'être tout le temps en train de freiner, tu vois. Je sais pas si, de freiner, d'empêcher ma foulée naturelle et de la freiner pour justement faire des plus petits pas, etc. Et c'était hyper désagréable, tu vois. Et donc, certes, ma cadence, elle augmentait. Mais si je regarde mes performances, que ce soit en termes de vitesse, de battement cardiaque, etc., de fatigue perçue, même de fatigue musculaire, en fait, tout augmentait. Donc, j'avais pas du tout l'impression d'avoir une foulée plus économique. Et malgré le fait que j'ai essayé ça pendant plusieurs semaines, c'est jamais devenu naturel. Et puis, mais pour autant, je m'y obligeais religieusement parce que je me disais que c'était la meilleure chose à faire. Et puis, à un moment, tu vois, sur une séance, je me suis dit, en fait, c'est une séance d'intervalle plutôt au seuil, tu vois, assez longue. J'arrivais en fin de cycle, bref. Vraiment, j'étais épuisé quoi à la fin. J'en pouvais plus. Il me restait une répétition à faire. Je sais plus de 4 ou 5 minutes et j'en pouvais plus quoi. Et le fait que j'en peux plus m'a fait naturellement retomber sur ma foulée plus naturelle. Là, je me suis dit, oh, mais d'un coup, ça redevient facile. J'ai facile à courir et là, j'ai été plus vite. J'ai ressenti moins de fatigue et tout. Et je me suis dit, putain, mais en fait, pourquoi est-ce que je me fais chier depuis des semaines à essayer de courir différemment? En fait, je suis mieux comme ça. Et donc maintenant, je me prends plus la tête. Je cours juste comme ça vient, quoi. Après, moi, c'est aussi dû à certaines blessures, en fait. Le fait d'attaquer, par exemple, là, j'ai attaqué le pied beaucoup trop devant. Quelque part, au niveau de la mécanique, on sent que c'est musculairement, ça demande plus d'énergie. Je pense que j'ai quand même senti une différence maintenant. Comme je dis, ma foulée, voilà, c'est pas une foulée académique, mais je me sens déjà plus relâché qu'il y a un certain nombre d'années, une meilleure foulée, je me sens déjà mieux dans ma foulée. Après, effectivement, je suis pas à me dire, tiens, faut que absolument je sois à 180 par minute. Je dis, c'est bon, entre guillemets, c'est ce qu'on dit l'idéal. Après, je sais pas, comme tu dis, il n'y a pas forcément d'idéal. On a aussi une morphologie, une grandeur, il y a sûrement plein de facteurs qui fait qu'il n'y a pas une foulée universelle, mais il y a des fois des petites choses à corriger si on a des petites pathologies qui justement empêchent, qui font mal en fait tout simplement. Et comment tu as réussi justement à être plus relâché, etc. Et tu fais des étirements au début, tu fais des gammes déjà c'est de conscientiser, c'est-à-dire que moi avant je courais, limite j'avais pas de retour, on me disait ouais, quand tu cours, on voit quand tu cours. On me disait quand on te voit arriver en Spartan, on me disait on sait que c'est toi. On te voit une silhouette, on sait que c'est toi parce que j'avais une façon de courir qui est assez. Il y a un nuage de poussière autour de toi tellement tu fais des pas énormes. Une certaine raideur, on me l'a dit. Et à un moment, c'est vrai que je me sens raide et tout. Quand je cours, je suis trop l'impression d'avoir été un robot, quoi. Donc évidemment, on se dit peut-être que je consomme trop d'énergie là-dedans. Et après, c'est aussi de conscientiser ta course. C'est dire ok, vas-y, relâche-toi. Et donc ça se fait pas. Tu fais pas une heure de course relâché au début. Je fais pendant 3 minutes, je me relâche un peu. J'essaie d'être plus étendu, respirer doucement. Et ça se fait progressivement et naturellement, sans aller chercher un truc absurde en disant voilà, il faut absolument tout changer du jour au lendemain. Et ce qui est pas forcément peut-être très bon parce que tu déshabitues d'un côté, et tu crées peut-être des liaisons de l'autre. Donc faut faire attention, mais progressivement, je sens que je cours mieux qu'avant. Après, comme on dit, avant, je courais peut-être pas autant. Le fait de courir beaucoup, ça me pèse. Le corps s'habitue aussi il se met dans la meilleure posture possible. J'avais reçu sur ce podcast Stéphane Brognard qui a fait un top 10 UTMB et puis de grandes aventures. Il a traversé la Manche, etc. Enfin, bref, un gars vachement intéressant, super épisode. On parle aussi de développement personnel. Vraiment un super épisode. Et il parlait notamment d'un outil qui était le run méditatif. Et donc l'idée, c'est simplement de courir sans écouteurs ni rien, le plus lentement possible, en étant à l'écoute de toutes tes perceptions sensorielles, de toute la mécanique de ton corps, etc. Et
Et c'est vrai que c'est le genre de séance que t'as pas envie de faire parce qu'elle te semble non rentable. Parce que justement, t'es super lent, etc. En plus, c'est moins marrant. Et, euh, et d'un autre côté, je pense que c'est intéressant parce que ça te donne. En fait, on est quand même vachement coupé, je trouve, de beaucoup de nos signaux corporels. Parce que bah, souvent, quand on fait nos séances, je sais pas, quand tu cours, tu fais ton endurance fondamentale, tu vas écouter un podcast. Quand t'es à la salle, tu vas écouter de la musique, etc. Tu vois, et tout ça, quelque part, ça te détourne un petit peu d'un tas de signaux que ton corps t'envoie et qui pourraient peut-être t'aider à progresser aussi. Ah oui, carrément. Après, moi, je suis pas absolument fermé. Parce que je vois que t'as des gens, ils ont tous des écouteurs quand ils courent, mais j'aime bien aussi de temps en temps avoir rien en fait. Hmm. Et encore plus, je dirais quand je cours dans un milieu naturel. Si je cours dans un milieu urbain, des fois, la musique, bon, ça va t'extraire un peu de la pollution urbaine, du bruit, sur tout ce qui se passe autour. Alors que dans la nature, bon, c'est pas pour faire le sauvage, mais j'adore courir enfin, près de chez moi, j'ai une forêt, je trouve ça hyper cool, quoi. De justement pas mettre de musique, et des fois, j'en mets. Et à la moitié, je fais, putain, vas-y, fais chier, j'enlève les écouteurs et je me sens entre guillemets plus connecté, et en fait, c'est une espèce de silence qui est agréable, quoi. Hmm. Et t'es dans tes pensées, dans tes machins, voilà, c'est cool aussi. Ouais, je partage ça. Tu disais tout à l'heure que tu passais pas mal de temps à travailler tes faiblesses. Ouais. Donc j'imagine que tu as deux stratégies. Soit tu capitalises à fond sur tes forces, soit ben, tu essaies de tirer un peu vers le haut tes faiblesses. Visiblement, tu as choisi la seconde option. Tu veux dire la faiblesse? Ouais. Ouais, je travaille, bah, enfin, ma faiblesse, moi, c'était beaucoup en tout cas en aérox, la course à pied. Ou t'étais pas assez rapide. J'étais pas assez rapide. On va dire, on me dit souvent, ouais, tu cours vite pour machin, mais après, moi, je parle en concurrence avec les gens de mon niveau, entre guillemets. Il me manque un niveau de run, j'ai un petit retard de run. Et comme le niveau monte tellement, que ça devient de plus en plus difficile de compenser, même avec les épreuves. Tu penses que c'est le test de fitness ultime, l'Aerox? Alors, je sais pas si c'est le test de finesse ultime, mais en tout cas, c'est un test de finesse qui est facile à mettre en place. C'est facile à mettre en place, que tout le monde est capable de faire chaque chose, tout le monde est capable de le faire. Même si on le fait de pas hyper académique, tout le monde sera capable de faire les mouvements d'aérox. Alors, Il n'y a pas de technicité, quoi. finir un aérox, c'est différent, parce qu'après, l'idée, c'est de le finir et de pas être dans un état complètement cassé pendant des mois derrière. Donc, il faut quand même se préparer. Mais tout le monde est capable de jeter un ballon, de pousser un sled, bon, avec plus ou moins de poids, évidemment, mais c'est quelque chose de assez intuitif par rapport au... Je pense que le CrossFit est aussi top, c'est aussi un super challenge fitness, mais qui est plus élitiste dans l'approche, parce qu'il faut de l'apprentissage, quoi. Ouais, en CrossFit, l'inconvénient, c'est tout ce qui est haltéro, gym, etc. Surtout si t'as pas commencé jeune, c'est quand même des patterns qui sont difficiles à apprendre et à mettre en place. Et à ton avis, justement, tu dis que c'est un milieu qui progresse vite, l'Aerox. C'est quoi pour toi les qualités et les physiques qui vont s'illustrer à l'avenir? C'est quoi le profil type pour performer en Aerox? Bah, il y a quelques années, je dirais, il y a un an ou deux, on disait, ouais, c'est le mec qui fait 1m80, entre 1m85, qui fait entre 80 et 90 kilos. Mais dernièrement, après, je le vois plutôt, enfin, là, c'est plutôt du concret, quoi. C'est de voir les résultats qui se font, et c'est pas forcément ça. Il y a différents gabarits qui se mettent en place. On a des gars qui doivent faire 1m75, 75 kilos, comme James Kelly, un Anglais qui est un des meilleurs mondiaux actuellement, qui performe incroyablement. On a un Espagnol qui s'appelle Pelayo qui sort du triathlon, qui était un triathlète de... Alors, je sais pas s'il était pro, mais il était proche d'être pro, quoi. Enfin, c'est un bon niveau qui est un gabarit justement hors norme, parce que lui, il doit faire il fait peut-être ma taille, mais il est assez fin, il doit faire peut-être 75 kilos, et il performe aussi. Donc, et il a fini quatrième au dernier mondiaux. Donc, il y a des gabarits, c'est dur. Mais globalement, je dirais un gabarit, pour moi, ça reste un mec qui fait, encore une fois, 1m80, 85, voire 90, et qui fait en tout cas, au-delà de 75 kilos, c'est sûr, voire un peu plus. Mais, c'est un mix finalement, on voit qu'il y a quand même un mix de profils. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on se dit, finalement, on se contente pas à une catégorie de personnes. Ça s'élargit au maximum maintenant, je trouve. Ouais, donc au début, c'était peut-être des profils avec une base musculaire quand même plus Ouais. importante, et maintenant on voit des profils plus fins se Bah distinguer, ouais, quoi. parce que tout simplement parce que les mecs maintenant ils s'entraînent de mieux en mieux. Les mecs étaient fins, malgré tout, ils courent très. Bon, c'est des super runners. En général, bon, justement, ils ont une grosse qualité physique, ça va être autour du run. Mais ils s'entraînent beaucoup aussi sur le reste. Et du coup, il y a moins de dépertitions, ils font moins de dépertitions sur les épreuves qui font voilà, ils se rapprochent du top grâce à ça, quoi. Si on laisse à part la partie vitesse de course, relance, c'est quoi pour toi les ateliers les plus sensibles, ceux qui peuvent faire la plus grosse différence dans la performance à la fin?
En fait, il y a des ateliers qui sont physiquement très durs, tel type que enfin, le sled push et les burpees. Physiquement, enfin, le sled push, ça demande beaucoup d'énergie, mais c'est pas ça qui fait la différence. Les burpees également, ça fait monter le cardio énormément, donc la relance est quand même assez dure derrière. Mais je dirais, il y a des épreuves comme le sled pull, donc le numéro 3, où il y a des écarts qui peuvent être très importants. En sled push, des fois, les écarts vont être de 30-40 secondes, ce qui est déjà pas mal, mais c'est pas encore énorme. Alors qu'en pull, il peut y avoir des fois des écarts de plus de la minute. Donc rapidement, en début de course, si on prend un ascendant rapidement sur le début de course, donc ça, c'est des épreuves le pull, les wall balls à la fin. Pareil, les wall balls, il peut y avoir une disparité, des fois même à haut niveau, de plus d'une minute 30 entre le meilleur qui fait les wall balls et le moins bon, quoi. Donc il y a des épreuves comme ça. Après, il y a des épreuves comme le farmer carry, il ne se passe pas grand-chose. Il y a 10-15 secondes, mais c'est pas grand-chose. Le rameur, pareil. Je dirais qu'il y a deux épreuves qui peuvent faire beaucoup la différence. C'est les sled pull et les wall balls. Et et aussi les fentes. Ouais. Et ouais, parce que en fait, que ce soit les burpees, ça fait pas mal monter le cardio, mais les wall balls, ça fait pas mal monter le cardio, et en plus, ça fait quand même pas mal d'accumulation de lactate dans les jambes, les fentes aussi, j'imagine. Donc la reprise derrière de course, elle doit être piquante, surtout au début. T'as des stratégies justement pour essayer de recycler ces lactates et de pas trop souffrir, ou en tout cas de... Bah ouais, déjà c'est de s'entraîner entre guillemets, d'entraîner les cuisses sous fatigue. Enfin, j'ai un entraînement que je faisais, un entraînement assez classique, c'était de me faire des 400 mètres enchaînés avec la chaise. La chaise, donc, ce travail statique où tu accumules vraiment beaucoup sur les jambes et derrière, tu dois relancer la course et c'est de relancer d'une manière explosive, quoi. Tu es en chaise, tu repars directement dans le dur. Tu te mets pas en condition de course, tu te mets en condition de dire, ouais, je dois redémarrer le plus rapidement possible avec des jambes qui soient lourdes. Et après, c'est un travail de relâchement aussi. Tu vois, quand tu fais des fentes, bah, faut aussi savoir. On n'est pas en aérox, on cherche pas à se muscler les cuisses. On cherche à aller vite. Donc évidemment, on va faire des fentes d'une manière le plus économique possible. Donc c'est de travailler sous vitesse, avec de la vitesse, du relâchement des muscles, etc., quoi. Ouais, donc il y a quand même même si les ateliers peuvent sembler accessibles à tous, il y a quand même une technique d'exécution qui maximise la performance et Ah qui oui, limite après. la déperdition d'énergie. Ah oui, après, au niveau de la performance, évidemment, après, comme je dis, tout le monde est capable de le faire. Après, avec le temps, bah, après, on maximise avec la technique, bah, grâce à l'entraînement. Après, on se sent de mieux en mieux. Et après, évidemment, c'est pas juste de faire des mouvements bêtement. Il faut aussi les analyser, se dire comment je peux faire un peu mieux, où je peux gagner des secondes, où je dois m'arrêter, etc. Selon toi, qu'est-ce qui explique le fait que tu fasses partie des top athlètes Aerox? Bah, écoute, je l'explique pas. Non, non, bah après, je pense que je suis un des premiers Français à avoir testé l'Aerox, parce que j'ai commencé en 2021 et on était très peu. D'ailleurs, j'en parlais encore aujourd'hui à des potes de la salle en disant, quand j'en parlais à ma salle au début, je passais pour un ovni, j'en parlais, et les gens disaient ah ouais, c'est cool. L'air de dire ouais, enfin, ils comprenaient rien en fait. J'ai l'impression qu'ils comprenaient rien ce que je leur racontais. Je parlais chinois. Et maintenant, c'est l'inverse. D'une salle de CrossFit qui était une salle de CrossFit, c'est devenu où je suis, une salle d'Aerox presque. Cette année, tu vois les Open en CrossFit. Normalement, ça représentait, je sais pas, 200-300 personnes dans la salle qui étaient inscrites aux Open. Donc la compétition ouverte à tous au CrossFit. Et maintenant, je crois qu'ils étaient 20 cette année. Ah ouais. Ouais. Et avant, il y avait une émulation, il y avait plein de gens qui étaient autour de ça, il y avait tous les coachs un peu jugés, quoi. Et cette émulation, et maintenant, il s'est rien passé, quoi. Il y avait, entre guillemets, il reste les aficionados du CrossFit, qui étaient vraiment les purs CrossFit qui l'ont fait. Et après, c'est un peu dommage, que du coup, ça crée aussi une bonne ambiance dans la salle. Mais c'est devenu vraiment l'inverse. Maintenant, c'est l'Aerox qui a pris le dessus. Bon, donc, je le remarque dans la salle où je suis, mais je pense qu'on le remarque dans beaucoup de salles maintenant, avec le nombre d'affiliés à Aerox qu'il peut y avoir en France. Mais ça ne dit pas ce que tu fais de différent des autres athlètes pour être meilleur qu'eux. Bah pour être meilleur qu'eux, bah, je pense que j'ai. Après, je dirais, sans prétention, je pense que j'ai un gros mental. Ça, c'est un truc je pense que j'ai acquis depuis des années, depuis tout jeune. En fait, j'ai toujours des gros objectifs dans ma vie, sport. Ouais, pas toujours des gros objectifs, j'ai beaucoup de gros objectifs, des obstacles, en fait, qu'on fait que je pense que j'ai toujours eu ce mental de m'entraîner dur, d'une manière dure. Parce qu'évidemment, dans la semaine, il y a des entraînements un petit peu simples, mais quand on s'entraîne dur, il faut s'entraîner dur et il faut être hyper concentré, hyper dans son truc. Et la rigueur de l'entraînement. En fait, pour moi, c'est aussi
Ouais, l'entraînement, on voit des. Parce que, voilà, on va parler des réseaux, un petit peu dans les réseaux, on voit un petit peu les belles choses que font les gens. Mais faut aussi parler de la régularité, quoi. C'est bien de faire une belle séance, mais c'est pas une belle séance. Il faut en faire des centaines de belles séances. Il faut se lever, il faut y aller, il faut se motiver. Et c'est pas que la motivation qui t'emmène à la salle de sport, c'est la rigueur que tu mets dans ton. Et et pourquoi tu es là, quoi. Pourquoi tu fais ça, quel objectif tu t'es mis. C'est très personnel, quoi. Je veux dire, si c'est juste pour les réseaux, enfin, je dévie un peu, mais c'est juste pour faire une belle photo, ça va pas très loin. Donc c'est ma rigueur, mon mental, et voilà, parce que je m'entraîne tout le temps, je me suis toujours entraîné et je m'arrête pas de m'entraîner, quoi. Même si je suis blessé, j'étais longtemps blessé, et ben j'ai fait autrement. Je me suis pas, entre guillemets, lamenté sur mon sort en me disant, tiens, je peux plus rien faire. Je fais toujours autre chose. Mais cette rigueur, je pense que j'ai une rigueur que beaucoup ont, certainement. Et après, j'ai des qualités physiques qui ont été peut-être qui sont adaptées aussi à ce sport. J'ai eu la chance d'avoir des qualités physiques assez proches de ce que demande le sport. Justement, tu évoques le fait que la rigueur, la discipline et le mental est supporté par un pourquoi qui va plus loin que simplement faire une photo à la fin, tu vois, ou avoir réussi ton truc. Moi, c'est un truc que je partage pas mal, tu vois, avec les ultras que je fais. Il faut que j'ai un pourquoi fort, sinon c'est difficile de tenir jusqu'au bout. Donc, c'est une question que tu peux te poser avant, même si tu trouves pas toujours la réponse exacte, où il peut y en avoir plusieurs, etc. Mais en tout cas, c'est quoi ton pourquoi? Ouais, j'ai le pourquoi, parce que je vois souvent des fois des trucs, ouais, enfin, les gens adorent les goodies, et moi je trouve les goodies, c'est super chiant, hein, ça met tous dans les placards, les scratchs, c'est sympa, hein, je les prends, hein, les scratchs, les médailles, les machins, et pour moi ça n'a aucun intérêt, même les drapeaux à la fin qu'on te fait gagner, c'est sympa, mais pour moi ça termine dans un placard, et c'est rien, au-delà de ça, c'est la satisfaction déjà de faire une belle course, qu'on gagne ou qu'on gagne pas, et après Après, il y a un dépassement aussi. On a aussi cette envie, voilà, depuis que j'étais gamin. De toute façon, quand j'étais gamin, j'aurais voulu être professionnel dans le sport. Ça s'est pas fait. Ça c'est fait. Ça s'est fait d'une certaine manière. Aujourd'hui. Voilà. Après, j'avais des prétentions. Je voulais être footballeur. Bon, j'ai pas. Bon, peut-être que j'aurais réussi si c'est d'une manière différente, mais bon, voilà, on peut pas revenir en arrière. Mais toujours peut-être ce manque ce manque de confiance quand j'étais jeune qui a fait que maintenant je me suis quand même affirmé avec le temps et voilà, j'ai en fait tout mon vécu maintenant je le ressors vraiment d'une manière, j'ai l'impression de le ressortir maintenant, quoi. Voilà, j'étais jeune, j'étais un peu gros, je me sentais un peu grand dans mon corps. Justement, c'est pour ça que je parlais du running jeune. Je courais, à la base, je courais jeune, c'était pour perdre du poids, quoi. Je faisais vraiment des 13-14 ans, je me suis fait je me faisais des courses et je courais, je faisais du sport, mais c'était vraiment dans cet objectif de perdre du poids à 13-14 ans. Je me dis, c'était pas toujours hyper. Bon, pas, c'était un peu bizarre, je trouve, avec le recul. Et après, voilà, après, je sais plus où on était, du coup. Non, rien, je te demandais quel était ton pourquoi. Ah, bah pourquoi après, j'ai plein de choses aussi. J'ai aussi la famille aussi. T'as envie aussi de montrer aussi à tes enfants qu'on peut y arriver, qu'il faut être déterminé dans la vie, que les choses n'arrivent pas tout seuls non plus. Et après, moi, j'ai des enfants qui ont un début de vie un peu difficile. Donc, je me dis, eux, ils sont battus d'une certaine manière. Bah, moi, je me bats aussi d'une autre manière et je me dis, voilà, on a toujours plein de choses à prouver, plein de choses à faire et à accomplir. Et moi, en ce moment, je m'accomplis d'une certaine manière en me disant, voilà, je montre que les choses sont possibles, même à 43 ans. Même si moi, on en a parlé tout à l'heure, mais je me considère pas comme un mec qui a 43 ans. Quand je fais face aux autres, pour moi, je suis comme les autres, quoi. Un mec qui a 20 ans, on me dit, ouais, bah, par rapport au mec à 20 ans, bah, c'est super ce que tu as fait. Je fais non, c'est pas super, moi Moi je vais être devant lui, ta gueule. Non, j'ai envie juste de me battre face à des mecs qui ont du même niveau et de se faire plaisir, quoi. L'exemplarité, ça a l'air d'être une valeur un peu cardinale pour toi en tant que père. Ouais, être exemplaire, c'est important, même si on n'est pas toujours exemplaire dans tout, hein, parce que voilà, mais c'est vrai que et c'est aussi un certain niveau. J'ai presque envie de dire que le sport, pour moi, c'est ma drogue. C'est-à-dire que
T'en as qui ont des vices de leur vie, que ce soit peut-être l'alcool, la drogue. Et moi, ça n'a jamais été trop mon truc. Même si je suis plus jeune, bon, j'ai fait la fête et je buvais des coups comme tout le monde, comme beaucoup. Enfin, pas tout le monde, mais beaucoup. Moi, le sport, c'est vital, quoi. C'est-à-dire que si j'en fais pas, je me sens vraiment pas bien. Je peux être irritable. Je peux vraiment être très d'un gars assez posé. Je peux être assez désagréable, en fait, si j'ai pas ma dose. Je suis un peu comme toi. Et ouais, voilà, parce que j'ai une vie assez bien remplie au niveau familial, donc il fait que j'ai besoin de m'évacuer, on va dire, d'évacuer ce plein des fois un peu de stress aussi. Donc le sport, c'est vital. Ouais. Et alors, ces 20 heures de sport hebdomadaire, ça fait quand même un sacré rythme d'entraînement, ça génère quand même pas mal de fatigue, etc., de contraintes que tu dois concilier avec ta vie de famille. Comment est-ce que tu concilies ça justement avec ta vie de famille? Est-ce que tu vois tes enfants justement comme une force parce qu'ils te donnent une raison d'être et de gagner, ou bien plutôt comme une contrainte parce que peut-être qu'ils réduisent tes capacités de récupération et ils taxent aussi un peu sur ta charge mentale et énergétique? Ah non, mais après, c'est sûr que quand t'as pas d'enfant, j'ai toujours l'impression, je me suis toujours dit, celui qui a pas d'enfant, mais c'est facile, il s'entraîne quand il veut, le soir, après le boulot, il va s'entraîner. Non, mais après, c'est un tout. Après, je m'adapte aussi en fonction de ça. Tu vois, tout à l'heure, j'irai chercher mes enfants et. Ils ont quel âge? Ils ont 10 ans. C'est des jumeaux. Gabriel, Raphaël, 10 ans. Non, justement, ça reste une force. Ça reste une force. Et après, c'est juste une question d'organisation. Après, c'est vrai qu'il y a des jours, je suis là, j'ai placé une séance, il m'en manque une deuxième. Alors, il faut que je trouve une solution pour pouvoir placer cette séance. Alors, des fois, je fais soit à la maison. Maintenant, voilà, ils ont 10 ans, donc ok, je dis ok, je pars 30 minutes. Ils ont le téléphone et. Sinon, tu achètes la petite. Moi, j'ai acheté une petite charrette que je mets derrière mon vélo et comme ça, tu pars faire 3 heures de vélo avec les enfants derrière qui regardent le paysage. Alors ça, c'est sympa, mais quand t'habites à Paris, pour garer la charrette, tu sais pas où la mettre, quoi. Ouais, bon, j'imagine. Tu disais que tu avais eu plusieurs vies et que tu avais notamment eu pas mal d'obstacles à surmonter, que c'est ça qui avait forgé tout mental. Si tu te sens à l'aise de me raconter un petit peu ce qui s'est passé, ton histoire, comment t'en es venu à être l'homme que tu es aujourd'hui et en quoi les obstacles. Parce que là, tu vois, tu disais, oui, c'est un peu bizarre de s'être mis à courir pour perdre du poids. Et d'un autre côté, je trouve que c'est une façon assez belle de montrer que une contrainte, quelque chose de potentiellement négatif, peut être aussi moteur de changement, de motivation, de transformation. En fait, tu as deux postures face à une problématique. Soit tu te résignes et puis tu te dis, c'est foutu, je suis une merde et puis tout est fini. Soit tu tires de l'énergie de cette souffrance pour te transformer. Et moi, j'ai eu souvent des souffrances. Et en réalité, si sur le moment, tu vois que le négatif, mais pour autant, quand tu les regardes dans l'œil du rétroviseur, tu t'aperçois que sans ça, tu serais pas la personne que tu es aujourd'hui. Et si tu es fier de ce que tu es devenu, tu peux être reconnaissant et avoir beaucoup de gratitude pour tous ces obstacles qui se sont dressés sur ton chemin. Non, voilà, après, c'est vrai que j'ai eu une vie, globalement, une belle vie, franchement, je me plaindrai jamais, j'aurais pas la décence de me plaindre, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens sur Terre qui n'ont pas le loisir de pouvoir avoir cette même vie. J'ai eu 2 parents qui sont séparés assez tôt, donc j'ai été élevé par ma mère, j'étais élevé par ma mère, et j'avais un frère un petit peu plus âgé que moi, d'un an et demi, qui faisait office vraiment de grand frère, quoi, qui m'a beaucoup aidé, beaucoup poussé aussi. Ma mère qui était là, mais des fois qui était un peu absente, donc on a eu une absence et une autonomie en fait avec mon frère assez rapidement quand on avait 10-12 ans. Et donc il y avait donc voilà, au niveau scolaire, j'étais pas un super élève parce que j'avais ce côté en même temps très introverti, toujours été très 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 introverti, c'est-à-dire que je m'affirmais pas face aux gens. Mais quelque part, quand j'étais à l'aise dans un domaine ou avec des gens, je pouvais justement à l'inverse, j'étais très extraverti. Donc j'avais un peu cette double étiquette. Et après, à l'adolescence, j'ai commencé à vouloir, entre guillemets, un peu séduire. Et jamais, justement, je me sentais pas bien dans mon corps. J'étais plutôt. J'ai l'impression que les filles, je les faisais fuir. Et t'avais toujours intrigué les beaux gosses de l'école qui. L'impression qu'eux, ils pouvaient rafler tout le monde. Et toi, t'étais là, t'avais rien, même pas entre guillemets, tu pouvais rien faire, quoi. Et j'avais déjà ce complexe de pas plaire. Alors, du coup, de là, je crois que j'avais perdu 20 kilos en quelques mois.
Voir après, et donc là, j'ai eu un espèce enfin, j'ai perdu du poids, mais en fait, c'est pas ça qui m'a donné confiance. C'est que derrière, finalement, j'ai eu, à ce moment-là, j'ai eu 14, 15, 16 ans, je crois, et j'ai commencé la musculation. Et vraiment, ce qui m'a vraiment affirmé dans la vie, c'était grâce à la musculation, quoi. Parce que ça m'a permis de reprendre du poids, de reprendre du muscle, de me sentir mieux, avoir une meilleure image de moi, et d'avoir ce côté plus affirmé, plus affirmé. Et de là, j'avais 18, 19 ans. Bon, j'étais pas en échec scolaire, mais j'étais pas un grand. J'ai jamais adoré vraiment l'école et ça n'a jamais été une passion et jamais été très doué pour ça. Et je suis devenu justement coach sportif à 18, 19 ans. Et de là, je suis parti en tant que. Justement, j'avais une revanche à faire sur mon adolescence où je ne sais même pas si j'avais embrassé une fille avant 18 ans, quoi. C'est c'est pour dire, je me sentais hyper décalé, tu vois, à cet âge-là. En plus, tu te dis pas, on dit, sexuellement, tu dis, ah oui, oui, oui. Et en fait, t'as rien fait avant 18, bon, j'aurais même 18, 19 ans, je sais même plus. Et finalement, j'avais besoin de séduire. Et là, je me suis dit, ok, je voudrais faire un truc qui me permette d'être dans ce côté-là. Donc, je suis devenu géo à l'époque, géo Club Med. Donc ça, c'était vraiment ma première vie, mon premier échappatoire. C'est-à-dire que pendant 6-7 ans, je suis parti entre guillemets autour du monde, voyager, faire l'animation, m'affirmer de plus en plus, me sentir bien et évidemment avoir entre le succès d'un géo qu'il peut avoir. Et ce côté sportif, parce que du coup, moi, je m'occupais des activités sportives, là-bas. Donc, entre le sport, la fête, voyager, pour moi, c'était l'extase, quoi. Donc, pendant 6 ans, t'es dans une bulle où tout est beau, tout est rose. Bon, c'est fatigant parce que c'est un métier qui est hyper physique. Tu te lèves à 7 heures du matin, tu te couches à 3-4 heures. Après, si tu veux faire tes extras, tu fais tes extras. Mais c'est une vie assez dynamique. Et j'ai fait ça pendant 6-7 ans et j'étais vraiment dans une bulle, dans une petite bulle, quoi. Après, voilà, de là, tu te dis, attends, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je vais pas rester géo. Soit tu évolues, tu deviens responsable d'un club, ce qu'on appelle à l'époque le chef de village, ou soit tu changes de métier. Donc de là, je me suis dit, j'ai encore envie de voyager. Je suis parti en Australie pendant 1 an pour apprendre l'anglais, parce que malgré tout, on me dit, tu t'es parti au Club Med, tu dois super bien parler en anglais. Bah écoute, je parlais comme une merde encore en anglais. Je pensais bien parler, mais en fait, non, je parlais très mal. Je suis parti en Australie. Je me suis, pareil, encore une fois, c'était un peu dans le même délire. J'ai rencontré plein d'amis. Ça a été entre la fête, le sport, un peu des petits boulots à droite à gauche, des petits boulots de manutention, mais c'était super cool. Et de là, après, je me suis posé à Paris. Je suis arrivé à Paris en 2009. J'ai commencé mon métier on va dire, vraiment de coach sportif individualisé. Parce qu'avant, j'étais plutôt prof de fitness, je donnais des cours collectifs. Donc là, j'ai commencé à me spécialiser vraiment dans le coaching. Et voilà, pendant quelques années, je fais ça. Après, en 2014, je rencontre ma compagne qui est actuellement la mère de mes enfants. Et on est ensemble depuis plus de 10 ans. Et rapidement, elle tombe enceinte. On apprend que c'est des jumeaux. Alors le jour où j'apprends que c'est des jumeaux, j'ai cru que je voulais me mettre dans un petit trou, partir. Je sais plus ce qui s'est passé, mais elle me voyait pas, c'était l'écho, c'était un peu bizarre. Et malheureusement, on apprend que ces enfants, ils ont rapidement le syndrome transfuseur-transfusé. Ça veut dire qu'il y en a un qui pompe le liquide amniotique à l'autre, et donc il y en a un qui sera encore pas assez liquide et l'autre trop liquide. Donc la seule solution, c'était de les faire sortir. Donc là, ils avaient 6 mois et 1 semaine ou 2 semaines. Donc il a fallu les faire sortir et ils sont nés prématurés à 6 mois et demi, quoi. Donc là, ça a été le début le début de l'enfer, parce qu'on te dit à 6 mois et demi, tu sors les enfants. Tu arrives dans un environnement où la première personne que je croise me dit ça va? Je dis bah oui, et vous? Bah oui, on vient de perdre notre enfant. Et là, à ce moment-là, je dis on est resté à l'hôpital pendant 3 mois. Bon, finalement, ça s'est bien passé, même si chaque jour on nous disait on ne sait pas s'ils vont, entre guillemets, vivre ou pas vivre. C'était vraiment c'était sur un fil. Et en plus, quand tu vois ton gamin qui faisait 900 grammes, qui est tout petit, et que tu le vois avec des fils de partout, et que le cœur, parce qu'un enfant, le cœur, il bat très, très, très vite. Et tu vois, mais attends, le cœur, il va lâcher, là. On voit le cœur, quoi. On voit le cœur à travers ses poumons, enfin, à travers la peau. Et c'est assez impressionnant. Et donc là, ils sont vraiment battus. Et c'est pour ça que je dis, ils sont vraiment battus pendant 3 mois. Pour vivre, on se dit vraiment ils sont battus, parce que on a vu des enfants à côté qui mouraient, quoi. Et ça, c'est assez horrible. Donc là, en fait, en ce moment-là, t'es enfermé sur ton truc, tu parles à personne. Les problèmes des autres, tu t'en occupes pas, quoi. Tu t'occupes juste de ta petite vie, d'aller voir tes enfants chaque jour,
de faire ce qu'on appelle du pot à pot. Tu les mets sur ton buste. Et c'est là que j'admire encore ma femme qui a été tout le temps là. Mais c'est vrai que moi, j'étais pas tout le temps là non plus, parce que évidemment, je travaillais pas mal. Et bon, ça a été un peu une souffrance, parce que du coup, t'es au boulot, en même temps, t'es toujours à dire qu'est-ce qui va se passer. Quand t'arrives un jour, on dit ah, c'est super, ils ont super bien progressé, ils ont fait ça, ça, ça. Et le lendemain, c'est hyper compliqué. Tu vois qu'il y a 4-5 médecins autour, et tu te dis ouais, qu'est-ce qui va se passer. Donc, ça a été une période très, 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 très compliquée. Et la prématurité, il faut savoir que ça agit sur le moment, bah, ils naissent plus tôt, mais sur la formation, on a la chance que ma femme avait eu des piqûres je sais plus trop comment, enfin pour développer les poumons. Parce que les poumons à cet âge-là ne sont pas développés. Donc si on ne fait pas des piqûres anticipées avant l'accouchement, donc elle avait fait des piqûres déjà anticipées un mois avant, heureusement, un mois, une semaine avant, je ne sais plus exactement. Et du coup, en fait, la prématurité, ça a créé beaucoup de problèmes neurologiques. Parce que c'est des enfants, du coup, qui sont tout à fait normaux. 90% du temps, ils sont normaux. Mais le reste du temps, ils ont des pathologies assez importantes. Un qui va être plutôt comme une dépression, en fait. Ça va être tout ce qui va se passer autour de lui, c'est noir, il est hyper effondré. Et l'autre qui va plutôt être très agressif et très violent. Mais vraiment, maintenant, en plus, avec son âge, à 10 ans, bah, ça devient difficile de le contenir, quoi. Donc il y a des jours, c'est sûr, une vie de famille un peu compliquée avec 2 enfants qui ont des problèmes assez profonds, on va dire. Donc on a plein de rendez-vous, des rendez-vous à droite, à gauche, psychomotricien, orthophoniste, psychologue, psychiatre et tout. Donc ça crée aussi, pour moi, ça crée aussi une certaine force, en fait. Parce que ça prend beaucoup d'énergie. Mais tout ce stress qu'il peut y avoir, bah, je pense que je le transfère aussi dans le sport. Ouais. Ouais, et le sport, c'est ta bulle un petit peu de... Voilà, je sens que je pense que d'une certaine manière, j'en fais ton exutoire. Ouais, un exutoire, et d'une manière assez intensive, et je le mets au profit de la compétition. C'est ça le bonus au final. Et ça a renforcé aussi ta relation avec ta femme? Ah, ça a renforcé, oui et non. C'est-à-dire que c'est toujours un peu, on est toujours dans ça reste bon, le début a été très compliqué, parce que c'est vrai que ça met certaines tensions, parce que du coup on arrive après, en plus le jour où on nous a donné les enfants, c'était presque du jour au lendemain, on n'était pas prêt, on nous dit ok, il faut sortir avec vos enfants. J'ai tout parents bien composés, il dit ah, c'est génial, les 2 enfants ils viennent à la maison. Nous on devait rester encore une semaine ou 2, il fait ah non, vous les prenez. Ça a été compliqué dès le début. Enfin, il y a eu plein d'épreuves, et tout. Même ils ont eu du mal à évoluer pour manger. C'était hyper compliqué. Donc la fatigue, ouais, ça n'a pas toujours été facile, on va dire. Alors, on s'accroche. En fait, on s'est beaucoup accroché. On va dire voilà, on a 2 enfants qui sont merveilleux, mais voilà, il faut beaucoup d'attention, il faudra beaucoup de choses. Au début, on mettait ça sur le compte du fait qu'ils étaient petits, parce que quand tu es petit, bon, tu dis, ils n'ont pas la conscience de ce qu'ils font. Bon, maintenant, ils ont 10 ans, et bon, on se dit des fois, il y a certaines choses à 10 ans, bah, ça devrait plus se produire, quoi. Et comment est-ce que, justement, vous avez réussi avec ta femme à préserver votre couple malgré ça? Bah, après, on a aussi, voilà, j'ai eu le loisir d'avoir des parents qui sont quand même aussi pu occuper des enfants. C'est-à-dire que on a pu partir en week-end, partir en voyage des fois tous les deux. Et ça, c'était aussi un exutoire pour décompresser sur ces moments-là, quoi. Donc on a quand même pas mal bougé, fait plein de choses. Bon, après, dernièrement, les dernières années, ça a été beaucoup en rapport avec c'est vrai que ça a été beaucoup en rapport avec la compétition. Donc on partait dans une ville, mais on restait 2-3 jours dans la ville, et comme ça on faisait la compétition, et à côté on prenait notre moment à nous, quoi. Tes enfants, ils viennent jamais te voir? Si, ils sont venus plusieurs fois, ils ont voyagé plusieurs fois, et c'est assez cool aussi. Ils font un peu de sport parfois avec toi? Ouais, on fait du sport, ils viennent, j'ai un stade à côté de chez moi, donc de temps en temps ils viennent courir avec moi. Dans la salle où je travaille, j'ai le loisir de pouvoir les emmener, donc de temps en temps on leur fait une fois par mois, on va faire une petite séance de sport là-bas. Ils aiment bien, ils font du rameur, du skieur. Je leur fais faire des exercices, des roulades, etc. Ils aiment bien. Hein. Chouette. Et d'une certaine manière, bon, même si tu n'as pas toujours été coach professionnel de la façon dont tu l'es aujourd'hui, ça fait quand même 20 ans que tu évolues en tant que coach dans le milieu du sport, etc. Est-ce que tu as vu des grandes transformations dans ce métier-là, dans les protocoles d'entraînement, dans les attentes des clients, etc.? Ah ouais, non, mais ça, c'est le jour et la nuit. Moi, je suis rentré en école en 98.
la Coupe du Monde 98. Pardon. Et maintenant, j'ai vu une évolution incroyable. Déjà au début, c'était plus un métier de jeunes. Enfin, c'était des jeunes qui faisaient ça. Et je me rappelle encore dans la classe où j'étais, le plus vieux que je prenais pour un vieux avait 25 ans. Pour moi, 25 ans, c'était un vieux. C'était le mec. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est une reconversion, quoi. Alors que maintenant, c'est un métier de déjà, c'est un métier de reconversion. On voit des gens maintenant qui ont 30, 40, 50 ans qui se reconvertissent en tant que coach. L'approche du coaching, l'approche du sport. C'est-à-dire qu'avant, ce qu'on ferait maintenant, on aurait dit faire des burpees, des machins, se tordre dans le dos, se tordre dans tous les sens, mais c'était impossible. On était vachement dans le côté hyper sécuritaire. Le mouvement, il doit être parfait, il doit être fait de certaines manières où le corps, il doit pas se tordre à droite, tordre à gauche. On était moins dans ce côté fonctionnel, on va dire. On était vraiment dans un mouvement, c'est un mouvement, on fait pas 40 mouvements en même temps. Après, le sport en général, au début, c'était être coach, c'était quoi? C'était être prof. On disait pas coach, d'ailleurs, on disait éducateur. Le nom, c'était éducateur sportif. Alors maintenant, je sais pas ce qui est marqué sur les cartes pro, mais c'était éducateur sportif. Mais vulgairement, on appelait ça prof de muscu. Donc, tu étais dans une salle de muscu, t'aidais les gens de manière bénévole, et c'était sympa aussi parce que ça créait une ambiance dans les salles. Il y avait plus d'ambiance dans les salles de muscu parce que c'était des gens qui étaient vraiment passionnés pour une bonne raison. On peut en parler après, mais je trouve qu'il y a des raisons un peu moins bonnes. Et l'autre côté, c'était d'être prof de fitness, donc de faire des cours collectifs. Et après, au début, tu faisais des cours d'abdos fessiers, de step. Après, il y a eu l'évolution avec l'arrivée je pense, les mills. Les mills, c'est tout le concept body pump, body attack, body balance. Ça a mis une influence déjà plus sportive dans le fitness, je pense. Ce côté plus, entre guillemets, sportif, mais modéré, on a mis un côté plus athlétique avec toutes ces nouvelles activités. Et après, avec l'arrivée du CrossFit, je crois, en 2009-2010, l'arrivée de la Spartan, tous ces sports-là qui ont commencé à dériver, l'arrivée aussi du coaching personnalisé, parce que le coaching personnalisé, je sais pas, ça s'est démocratisé dans les années 2000, entre 2005 et peut-être 2010, ça a commencé. Maintenant, ça a explosé, mais ça n'existait pas. Une personne, à l'époque, qui payait pour avoir un coach pour lui, tu voyais pas en tant que coach, je me dis, mais quel intérêt de prendre un coach pour lui faire du sport? Et tout ça a évolué, quoi. Tout a évolué. Et maintenant, voilà, maintenant, je pense que l'avantage d'être coach, c'est que c'est hyper diversifié. On peut encore faire des cours, être prof juste en salle de muscu, faire du coaching. Même maintenant, un coach lambda, il peut être limite coach de running, même s'il n'a pas le diplôme de running. Il peut être coach plus CrossFit, coach Aerox, coach Pilates, coach yoga. Enfin, c'est hyper varié, quoi. Avec Limitless, ma mission est de t'aider à atteindre ton plein potentiel. C'est ce qui me motive à enregistrer ces podcasts depuis plus de 5 ans. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé Féroce. L'alimentation moderne est 4 fois plus pauvre en micronutriments que celle de nos ancêtres. C'est la raison pour laquelle nous sommes massivement carencés en vitamines et minéraux. Pourtant, il suffirait de 7 grammes de foie de bœuf pour couvrir la plupart de nos besoins. Problème, la plupart d'entre nous n'ont pas envie d'en manger. C'est pourquoi j'ai créé le steak Féroce, composé à 80% de viande de bœuf et à 20% d'abats, pour une richesse micronutritionnelle hors norme et un goût riche et savoureux. Et toi, du coup, t'es plutôt un coach à l'ancienne avec des mouvements de musculation très, très cadrés, ou plutôt un coach fonctionnel à faire tordre les gens dans tous les sens? Non, je pense que je me suis adapté avec mon temps. C'est-à-dire que j'ai cette double... Enfin, j'ai plutôt l'expérience, je mets mon expérience je mets mon expérience dans ça, donc je fais un peu de tout, on va dire. Après, ça dépend des profils. Il y a des gens, je vais les entraîner que en muscu parce que c'est leur objectif, et j'aime bien. Des gens qui vont plus dans ce côté vouloir faire des entraînements type Aerox. Non, je suis un peu... je pense que j'ai évolué. J'ai évolué parce que malgré tout, des fois, je dis ça en rigolant aux gars que je coach. Je leur dis, est-ce que vous me prenez pour un ringard? Parce qu'à 43 ans, ça va faire 24 ans que je suis coach. On peut se dire, le mec, attends... à 20 ans, je m'étais pas dit qu'à 43 ans, je serais encore coach. Je me dis, coach, je voyais ça sur le court terme à 30 ans, ça y est, 30 ans, j'avais 4 gamins, j'avais ma bedaine et c'était bon. Et je me suis pas dit qu'à 43 ans, et je pense que, voilà, je dis ça en rigolant que je suis un peu ringard, mais non, je pense que j'ai évolué avec mon temps, et du coup, je me sens encore bien dans ce métier-là. Et quand tu t'entraînais pour les Spartans, il y a quand même pas mal de similarités avec l'Aerox, dans le sens où t'as quand même cette dimension de force et en même temps cette dimension de running. Mais à ça s'ajoute quand même toute une gestion des obstacles, la force de préhension, d'équilibre, d'agilité. Comment est-ce que tu développais ces qualités athlétiques annexes?
Bah, en fait, j'avais la chance d'être dans une salle de sport où il y avait déjà du matériel un peu associé à Spartan avec des monkey bars, des petits anneaux où tu pouvais t'entraîner, avoir des petites poutres, des murs, un mur pour s'entraîner. Donc, je m'entraînais déjà spécifiquement là-dedans. Et à côté de ça, déjà, même à l'époque, quand je m'entraînais pour pour Spartan, pardon, je m'entraînais mes petits WOD, en fait, je les faisais d'une manière un peu ce que je ferais à Aerox maintenant. Je prenais des wall balls, je faisais des snatchs avec des haltères, je faisais un espèce d'entraînement fonctionnel également. Donc c'est pour ça que quand j'ai fait le transfert avec Aerox, ça a été plus facile. Mais la Spartan, ouais, c'était assez naturel. J'allais courir. À l'époque, je courais pas autant. Je courais aller 3 fois par semaine, un peu moins organisé que maintenant. Et je faisais encore un peu de muscu et je faisais tous ces petits exercices un peu Spartan. C'est vrai que là, enfin, t'as vraiment toute cette mode des athlètes hybrides, d'entraînement fonctionnel, etc. Et je pense que l'impulsion est venue du CrossFit, dont la philosophie initiale était de dire que l'objectif c'était de te préparer à tout. Même si aujourd'hui peut-être que c'est plus cadré, qu'en réalité on sait un peu à quoi s'attendre. L'idée c'était que tu puisses être performé. Sur un trail de 20 km, comme aller escalader une falaise ou porter une charge lourde et puis traverser un lac. Enfin, c'était un petit peu l'idée de créer un corps capable de remporter, de surmonter n'importe quel défi. Euh, Selon toi, aujourd'hui, est-ce que déjà c'est une promesse qui est réaliste? Donc, t'en as qui disent que tout est trop spécifique et qu'en réalité, cette promesse-là d'être capable d'affronter n'importe quoi, elle est complètement fausse et qu'en réalité, c'est impossible. Et si tu penses que c'est possible, quelle est la meilleure façon de s'y préparer? Est-ce que tu penses que, par exemple, ton entraînement pour l'Aerox, il te prépare à tout? Ah non, mais je suis convaincu, ça prépare à pas grand-chose au final. Ça prépare surtout à faire un score en Aerox, avoir une bonne condition physique. Mais tu me dis demain, ok, va faire un ultra trail de 100 bornes. Je suis pas sûr de pouvoir le terminer, quoi. Tu me dis, tiens, on te met au milieu d'une jungle, tu dois te retrouver. Bah, c'est pas avec mes wall balls que je vais pouvoir faire, je vais pouvoir m'orienter là-dedans. Il n'y a pas de notion de survie, il n'y a pas de notion de. Non, c'est juste spécifique. Bah voilà, ça donne quand même des qualités physiques, ça te donne des aptitudes. Mais malgré tout, l'aérox, en l'occurrence, c'est un effort qui va durer 1 heure, allez, au pire 1 heure et demie. Dès que tu commences à avoir des efforts qui vont durer 3, 4, 5 heures, c'est pas la même gestion, c'est pas la même façon au corps de fonctionner. Donc non, ça ne te donne pas du tout. Pour moi, ça me préparera pas à tout. Ça, dans ma tête, oui, je peux me dire, ok, je peux peut-être que je dis, je pourrais pas le faire, peut-être que je le ferai, mais je terminerai peut-être dans un état où mon corps, il mettra peut-être des mois à récupérer de ça. Comme une personne qui est sportive, qui s'entraîne pas pour une aérox, qui fait une aérox, et peut-être qu'elle va mettre du temps à récupérer, et ça va être compliqué pour elle. Mais voilà, c'est un peu ça l'état d'esprit, quoi. C'est que ça me prépare pour l'aérox, éventuellement aussi pour les Spartans, parce que quand même, je pense qu'il y a un entraînement qui peut être aussi assez similaire. Alors, je parle pas, je pense que tu peux pas être le meilleur en aérox et aussi le meilleur en Spartan, ça c'est assez compliqué. Mais voilà, c'est d'avoir une bonne condition, en tout cas pour l'aérox. Et donc, sans être prêt et capable de tout, s'il y avait, pour toi, enfin, par exemple, tu vois, il y a une série sur Netflix, 100% physique, que j'ai jamais regardé par ailleurs, mais qui teste justement plein de gens sur des défis physiques et puis pour voir à la fin qui est le meilleur. Pour toi, c'est quoi le sport qui te prépare à être le plus polyvalent? Bah, après, je pense qu'il faudrait, parce que j'avais cru voir un petit peu ce genre de sport rapidement, bah, faut que ça soit un sport typé avec de la rivalité et du combat. Je pense, et un sport qui demande une grosse condition physique. Donc ça pourrait être, pour moi, le judo, la lutte, peut-être le jiu-jitsu, c'est des sports, ou pourquoi pas le MMA qui demande une grosse quantité. Et comme il y a de l'affrontement, en fait, au final, si tu as beau être la meilleure qualité physique, et si tu sais pas te mouvoir et avoir quelqu'un en face de toi et te défendre, bah, ça va être compliqué. C'est pas avec l'Aerox on va faire grand chose. C'est pas avec un mec qui fait le triathlon qui va faire grand chose. Bah, tu peux courir comme tu veux, mais si le mec t'attrape, c'est fini, quoi. Parce que je me sens que c'était un peu ça l'idée avant. Ils s'affrontent. J'ai jamais regardé, pour être honnête. Je crois, connais juste ce concept. Ouais, ben voilà. Après, au niveau de la qualité physique, ouais, je pense que l'Aerox, les mecs peuvent être très bons. Mais ouais, après des sports explosifs, ouais, c'est après disons, ouais, je dirais plutôt les combattants, quoi. Plutôt des gens qui sortent du combat et du combat un peu rapproché comme pour la lutte, le judo, des sports où c'est les mecs qui ont un physique quand même assez impressionnant et puissant, quoi. Tiens, et d'ailleurs, tout à l'heure, quand tu parlais des transitions entre genre burpees et puis course à pied,
Je te demandais comment est-ce que tu te préparais. Je voulais te poser la question, j'ai oublié. Est-ce que tu t'es déjà intéressé à la respiration et au fait de travailler justement à améliorer ta capacité respiratoire? Bah écoute, tu fais bien de le dire parce que j'ai un ami, un confrère, qui est coach et qui est coach sportif et qui s'est spécialisé justement dans la respiration. Et il y a à peine 5 jours, il m'a fait justement une séance de coaching autour de la respiration et surtout autour de la respiration nasale en fait. Et avoir tout et pour connaître vraiment pour aller chercher le bénéfice maximum de ce qu'on peut avoir. Donc je commence à m'y intéresser et selon lui, d'ailleurs on s'est mis en partenariat pour faire des conférences autour de l'Aerox Performance. Donc justement on l'intègre dans la performance. En fait la respiration, je pense elle est peut-être pas encore assez présente, assez mise en avant par rapport à ce que ça peut apporter, enfin tout le travail respiratoire qu'il peut y avoir, quoi. Que ce soit la respiration nasale et toutes les méthodes qu'il peut y avoir. Pour l'instant, je parle d'une manière générale parce qu'on a commencé ensemble je suis pas spécifique, mais c'est vrai que ça s'appelle le rénal choqué et c'est vraiment lui, il croit vraiment en la respiration et je vais dans son sens et c'est pour ça que je commence en tant qu'élève un coaching avec Rénal. Ouais, j'en suis convaincu. J'ai un ami aussi que j'ai reçu 2 fois sur ce podcast qui s'appelle Leonardo Pelagotti, qui est assez expert en respiration et puis aussi tout ce qui approche lié au froid. Euh, et, euh, et donc là, il s'est donné justement des défis liés au fait de montrer que la respiration pouvait catalyser la performance, notamment en courant un marathon en s'entraînant pendant 3 mois. Et il a fini en tout cas avec la bouche scotchée, donc en full nasal. Et après, il l'a refait. Et cette fois-ci, il s'était entraîné quand même un petit peu plus, mais pas beaucoup plus. Et tu vois, il avait aucun historique en course à pied ni rien. Et il a fini, je sais plus si c'est 3h30 ou 3 heures. Bon, c'est pas du tout la même. 3h30 et 3 heures, c'est pas du tout la même. Mais bon, ça n'empêche que, vu le peu d'entraînement qu'il avait, en full nasal avec un scotch sur la bouche, c'est quand même impressionnant. Et en fait, majoritairement, c'était grâce à des routines respiratoires. Il m'en a donné d'ailleurs quelques-unes pour préparer mes ultra-trails. Et ça demande pas tant de temps que ça, tu vois. La routine du matin, elle me prenait 8 minutes. Donc, il y avait un petit cycle de respiration Wim Hof. Puis après, c'est ce qu'il appelle la respiration Katana qui permet de travailler l'hypoxie, etc., la tolérance au CO2. Et puis, avant de partir courir, il me disait, pendant que je me prépare, de faire des apnées poumons vides. Et ça catalyse et ça prépare vraiment la séance, la capacité respiratoire, etc. Mais donc, ça me demande même pas de temps supplémentaire parce que je suis en train de m'habiller, tu vois. Donc, je fais une apnée max poumons vides pendant que je mets mes chaussettes. Après, je reprends un peu mon souffle, le temps de mettre mon short, j'en fais une deuxième. Il me disait d'en faire 3. Donc, j'en faisais 3 comme ça avant de partir courir. Et puis après, quand je revenais, il me proposait de faire 3 minutes de respiration carrée. Donc, tu inspires sur 4 temps, tu bloques sur 4 temps, tu expires sur 4 temps et tu bloques sur 4 temps. Et ça permet de rééquilibrer un petit peu les échanges gazeux, le système nerveux sympathique vs parasympathique et d'accélérer la phase d'anabolisme, de récupération. De pas rester, tu vois, sur cette suractivation sympathique qui peut avoir une tendance un peu catabolique, justement, pour maximiser les capacités de récupération et donc d'encaisser une séance le lendemain. Bah, c'est ce que j'ai bien compris. C'est ce que, voilà, en plus, ça permet. C'est des séances qui sont faciles à mettre physiquement, qui ne demandent pas trop d'impact, qui sont faciles à mettre en place. Justement, ce qui m'expliquait Reynald, c'est que tu peux justement les caler. C'est des séances hyper efficaces que tu peux caler à n'importe quel moment et qui vont déjà te régénérer, qui sont faciles et qui demandent pas de l'énergie, en fait. Et ça, c'est hyper intéressant et qui ont du bénéfice. Et effectivement, on parle souvent parce que moi, j'adorais l'apnée quand j'ai toujours adoré l'apnée. Mais il me disait, ouais, c'est bien, tu fais de l'apnée, mais le plus intéressant, c'est l'apnée poumon vide. Alors, je sais plus quel phénomène chimique ça emmène, mais c'est plus intéressant, l'apnée poumon vide. C'est moins agréable. Ouais. C'est beaucoup moins agréable parce que je trouve que l'apnée poumon plein et être sous l'eau et rester plusieurs minutes, il y a ce côté hyper agréable. Mais d'une manière sportive et de performance, c'est vrai qu'il parle plus de d'apnée en poumon vide. L'apnée comme ça en eau profonde, je trouve que ça a un aspect hyper méditatif, quoi. D'ailleurs, tu fais de la méditation ou pas du tout? Ouais, de temps en temps, j'aime bien. En fait, des fois, je me mets. Justement, tout à l'heure, je parlais des siestes, des trucs, et de temps en temps, si je suis pas hyper fatigué, ça m'arrive justement de me mettre soit la méditation, j'aime bien aussi des podcasts hypnose, en fait, tout ce qui est en rapport un petit peu avec le relâchement et le lâcher prise, j'aime bien. Tu utilises des outils de préparation mentale comme, je sais pas, de la visualisation, de la sophrologie, de l'hypnose, ce genre de choses? Je l'utilise, mais pas d'une manière récurrente. Je le fais par période. Des fois, je vais me faire des petits moments, mais c'est pas une routine encore. C'est pas encore une routine. Je l'ai pas. C'est un peu comme la mobilité, quoi. C'est un truc que j'aimerais bien que ça soit plus récurrent.
mais je l'ai pas encore mis de manière. Mais j'y crois en fait. Je pense que je crois vraiment en tous ces. Enfin, je crois. C'est pas une croyance, que c'est des outils qui sont vérifiés. Mais ça que du bénéfice, quoi. Mais c'est du plus, et à un moment, c'est Ouais, c'est ça. Après, quand tu t'entraînes déjà 20 heures par semaine, si tu dois rajouter les automassages, la mobilité, la nutrition, le sommeil, la méditation, l'ossophologie, etc., bah, en fait, t'en finis plus. Et donc après, c'est un arbitrage. Est-ce que j'ai mieux à supprimer une de mes séances, par exemple, de zone 2 ou accessoire qui est peut-être moins importante pour consacrer plus de temps à, par exemple, travailler ma respiration? Et c'est une vraie question à se poser, d'ailleurs. Non, c'est pour ça que des fois, il y a même comme on dit, on parlait de respiration, c'est des trucs qu'on peut faire éventuellement en marchant dans la rue, mais faut prendre Oui, le c'est moment. vrai. Faut prendre le moment. Et malgré tout, même si ça ne donne pas l'énergie, il faut te sentir toujours bien, genre, quand tu fais ce genre de choses. Si tu es un peu fatigué, t'as pas envie de te concentrer, d'être dans une dynamique de te focus sur quelque chose, quoi. Bah, il y a la méthode Buteiko, qui est une méthode justement qui t'apprend à mieux tolérer le CO2 et qui est quand même assez bien documentée sur le plan scientifique. D'abord à des fins de santé et de longévité plus que de performance sportive, même si elle a été adaptée dans une version qui s'appelle Oxygen Advantage pour la performance sportive. Et donc, notamment, tu dois faire des sessions de respiration minimale. Ça s'appelle Little Breath. Very little breathing. Et donc, l'idée, c'est d'inspirer le plus faiblement possible. Vraiment, tu vois, ça doit être imperceptible, tu vois. Donc, t'inspires vraiment très, très peu, un très, très mince filet. Tu vois, si t'avais une plume devant ta bouche, il faudrait pas qu'elle bouge. Et t'expires comme ça. Et donc, en fait, t'es en hypoxie. Tu manques d'oxygène parce que t'inspires pas assez et t'expires pas assez. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'en fait, tu peux assez facilement le faire pendant que tu lis un livre, pendant que tu regardes un film ou une série, etc. Et en même temps, tu travailles bien justement ta tolérance au CO2. Et après, tu peux tester justement sur des apnées poumons vides et tout. Et ça marche très, 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 très bien. Donc, moi, j'aime bien cette intelligence. D'ailleurs, j'ai fait une formation qui s'appelle Power Breath avec Stéphane Janssen, qui dirige le premier institut français de formation à la respiration. On a fait toute une formation pas à pas pour permettre aux gens de maîtriser le pouvoir du souffle, à la fois pour leur santé, pour leur longévité, pour la gestion du stress, pour la performance, pour améliorer la digestion. Enfin, la respiration, elle sert vraiment à beaucoup de choses. Et l'une des particularités de notre méthode, c'est justement d'essayer d'être intriqué dans le quotidien des gens. Que ce soit pas un surplus, des routines à rajouter en plus alors qu'ils n'ont déjà pas suffisamment de temps, mais de voir comment est-ce qu'elle peut prendre part dans des activités du quotidien que tu fais déjà. Je te donnerai l'accès si tu as envie de regarder. Bah, carrément, parce que c'est vrai que c'est toujours, en fait, c'est toujours une question de temps, en fait. C'est le temps, on court après le temps, en fait. Malgré tout, j'ai toujours l'impression d'être là. On court, et et il manque du temps. Et finalement, c'est quand on a des méthodes qui s'intègrent dans le quotidien, c'est toujours cool, quoi. On court, et justement, du coup, tu as du retard en running, donc tu cours pas assez, visiblement. Ouais, apparemment, ouais. Et on n'a pas parlé de nutrition, sur l'aspect nutrition. Bah, déjà, tu as goûté à mes hachés féroces, composés à 80% de Ouais. viande de bœuf nourrie à l'herbe et à 20% d'abat. Donc, il y a du foie de bœuf dedans, qui est l'aliment le plus nutritif de la planète. Et à titre d'exemple, 7 grammes de foie de bœuf, ça équivaut à 1,3 kg de fruits et légumes en termes de vitamines et minéraux. Donc nous, dans nos hachés, il y a 22 grammes, donc l'équivalent de 4,5 kg quasiment, de 4 kg, allez, de fruits et légumes dans un steak haché. Et le fait est que les gens ont perdu l'habitude de manger du foie parce que on a perdu l'habitude et ça nous dégoûte un petit peu. Donc moi, j'ai eu l'idée de les cacher dans un steak haché que tu as pu goûter. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que c'était bon? Franchement, en fait, je savais pas trop à comment tenir. Quand on est arrivé, tu n'avais pas trop présenté il me semble qu'on savait pas, en fait. Je crois que je m'étais pas. J'avais regardé Si le. t'avais su, tu serais pas venu. Hein. Ouais, non, je serais pas Donc venu. pour la petite idée, j'ai fait un petit déjeuner. Non, J'ai fait un déjeuner à Féroce sans à Paris faire- avec quelques athlètes, Elie Margencel, etc., du CrossFit. Il y avait Flo Marek qui est champion de calisthénie, donc il y avait quelques sportifs comme ça pour leur faire goûter à Féroce. Et donc t'en faisais partie, mais donc c'était la surprise. Non, franchement, j'étais agréablement surpris parce que moi, tu me feras jamais manger de. Si je suis conscient, je mangerai pas des abats, quoi. Les abats, tout ce qui est foie, machin. Heureusement que je te l'ai pas dit alors. Non, fallait pas me le dire. Non, fallait pas me le dire. Et du coup, j'étais agréablement surpris. Je voyais qu'il y avait un petit goût, mais qui était pas désagréable. En fait, c'est un goût de viande avec un petit goût. On se dit, il y a quelque chose, mais on sait pas quoi. Et finalement, t'as l'impression de manger au final une viande rouge. Et bon, du coup, moi, je trouvais ça assez cool. Et en plus, quand t'exposes après les bénéfices que ça a. Je me dis c'est cool et en plus encore une fois je crois qu'on en discutait, ça a été rejeté depuis des années ce genre de trucs, donc c'est dommage. On se dit on peut en faire quelque chose, en plus en faire quelque chose d'une manière bénéfique et bon pour la santé, quoi. Ouais, et puis tu vois, enfin, au final, c'est marrant, hier, je dînais avec
Pierre Weil, qui est le fondateur de Bleu Blanqueur, il a mené une étude où il compare des plants de tomates élevés en pleine terre vs des plants de tomates élevés en aquaponie. Et donc en aquaponie, grâce à la chimie, justement, bah, ils apportent pile la bonne quantité de nutriments, de vitamines, de minéraux, etc. dedans, tandis que dans la pleine terre, bah, c'est les nutriments disponibles dans la terre, quoi. Et donc, ils ont comparé après la teneur en vitamines, en minéraux de l'une et de l'autre. Et ben, c'était la même. Donc là, tu dis, bon, bah voilà, pas de différence, c'est très bien. Sauf que derrière, il a testé leur capacité antioxydante dans divers contextes, etc. Et en fait, les capacités antioxydantes des tomates élevées en pleine terre étaient incommensurablement plus élevées que celles élevées en aquaponie. Et donc, c'est là où, tu vois, par réductionnisme, parfois, on se dit, bon, bah voilà, il suffit d'apporter telle quantité de trucs, telle quantité de trucs, telle quantité de trucs avec des compléments alimentaires et puis tu seras parfait. Mais en réalité, c'est jamais aussi performant que des nutriments quand ils sont préservés dans leur matrice alimentaire. Et ça a été quand même vachement bien documenté pour la nature humaine. Alors, je dis pas qu'il faut jamais prendre de compléments alimentaires, mais je pense qu'on doit d'abord essayer de fixer notre pyramide avec de la nourriture véritable, notamment avec des produits avec une haute densité nutritionnelle, comme on essaie de les concevoir chez Féroce, mais même sans parler de ça, en évitant tout ce qui est produits ultra transformés, qui en réalité sont des calories vides. Et puis, seulement en complément, si on n'arrive pas à fixer tout ça par notre alimentation. Tu vois, toi, par exemple, j'imagine que tu transpires beaucoup et puis tu as potentiellement un stress oxydant qui est peut-être plus élevé que la moyenne. Et donc, peut-être que tu aurais intérêt à te complémenter en magnésium, en zinc et puis en coenzyme Q10. J'en sais rien, tu vois, mais voilà, mais ça répond à une spécificité liée à ton environnement. Et puis, la base, ça doit être l'alimentation. Donc, ça m'amène à la question, est-ce que tu prêtes attention à ta nutrition? Est-ce que c'est plutôt à l'intuition? Est-ce que tu as un plan assez précis? Tu fais des efforts qui sont quand même vachement intenses, vachement explosifs. Donc, j'imagine que tu n'es pas sur du low carb. Non, en fait, je dirais plutôt, j'ai acquéri une hygiène alimentaire. Enfin, c'est-à-dire que maintenant, mon alimentation, elle est presque, elle est assez basique. En fait, je suis vraiment dans du basique. Je vais manger, ma base, ça va être les pâtes, le riz. La viande, ça va être soit du bœuf, soit du poulet, soit des œufs. Des légumes. Enfin, ça va être essentiellement beaucoup de salades, beaucoup de légumes un peu verts ou un peu de tomates, des machins. Et voilà, ça se tourne vraiment autour de ça. Et après, au niveau protéines aussi, j'adore les petits Suisses. Donc, je mange beaucoup de petits Suisses allégés. Quand on peut, certaines marques, on arrive à trouver du 0%, mais sinon, je trouve ils appellent pas ça petit Suisse quand c'est allégé d'ailleurs. Mais enfin, je trouve des 3%. Mais par contre, j'ai une alimentation ça me dérange pas de pas varier en fait. Je mange presque, si avec moi, je mangerais toujours tous les jours la même chose. Donc riz, pâtes, en dessert, c'est compote avec des petits Suisses allégés. Et la viande, voilà, enfin, les protéines, ça vient de soit viande, bœuf, poulet ou œuf. Tu comptes tes calories? Et je compte pas du tout mes calories. Je pense quand même assez en quantité. C'est vrai que en fait, c'est toujours pareil. Je l'ai déjà fait, je crois que je l'ai fait un peu, mais c'est pas intuitif et ça me saoule en fait. Moi, je fais mon assiette, je la mange, j'ai faim, je continue. Si j'ai plus faim, j'arrête. Après, ce qui est dur, c'est que des fois, je sais que j'ai un gros entraînement et des fois, justement, je dois me restreindre parce que je sais, par exemple, ok, je vais avoir un gros entraînement à 15h, il est 13h. C'est peut-être pas judicieux de manger une grosse platée de pâtes parce que la séance par exemple, si c'est une séance d'intervalle en run, je risque d'être compliqué au niveau de la digestion. Donc c'est plutôt ça, là, des fois, c'est justement de me canaliser, des fois, c'est certains moments. Mais on va dire, globalement, je pense que je suis pas à manger trop de conneries, même si avec les enfants, bah, des fois, ça m'est arrivé, ils ont des crêpes industrielles que je leur achète, parce que eux, j'arrive pas à leur faire manger autre chose que des conneries, entre guillemets, que de l'industriel. Mais du coup, non, je pense que je suis assez... ça pourrait être mieux. En fait, ça pourrait être mieux, mais ça pourrait être pire. Tu dois avoir un volume, même si tu comptes pas, tu dois être au moins à 4000 par jour. Ah oui, après, voilà. Oui, non, bien sûr, je suis à 4-5 000 calories par jour. 4-5 000 par jour avec. Là, enfin, j'ai déjà compté globalement, mais c'est énorme. Je vais pas être au gramme près, je vais pas être à. Ok, j'ai encore. Ça n'a pas assez de goût, bah, je rajoute un peu de sauce. Donc, tu dois bien faire 4 repas? Je fais 3 repas plus plein de collations. Ok. Ouais, donc, on va dire ça fait plutôt 5 repas. Okay. Je mange le matin à 6h. Je remange vers des fois 9-10 heures. Après, je mange le midi. Je remange un peu l'après-midi et le soir. Tu prends des glucides pendant tes entraînements? Ou pendant tes aérox? C'est trop court? En fait, je ne le prenais pas du tout avant. Et là, dernièrement, j'ai commencé à remettre un petit peu en question ce côté-là. Donc, j'ai toujours 1 ou 2 gels sur moi. Alors, des fois, j'en prends un au départ. Et j'en garde un en précaution. Donc, tu vois, la dernière fois, j'ai utilisé vraiment sur la fin. Ma dernière course, je l'ai utilisé juste après les fentes. Donc, c'est-à-dire, il restait 10 minutes de course. Je l'ai utilisé à ce moment-là parce que je sentais que j'avais un besoin.
Ok. Et après, encore une fois, on est sur des efforts assez courts. Bah oui, c'est ça. Finalement. Surtout toi qui vas à la vitesse à laquelle tu vas. Quelqu'un qui fait son Aerox en 1h30, ça s'entend. Quelqu'un qui fait son Aerox en moins d'1 heure. Mais euh, on est quand même sur un effort hyper intense. De temps en temps, on peut avoir besoin, parce que j'avais fait, justement, j'ai fait un malaise dans ma vie en sport, et c'était l'année dernière. J'aurais mieux fait peut-être d'avoir une meilleure logistique. Et tu prends des compléments alimentaires? Ouais, je prends des compléments. Je prends des oméga, magnésium par période. Et parce que tu manges pas du tout de poisson gras? Je mange très rarement du poisson, ouais, très Ok. rarement, très rarement. J'adore ça, hein, j'adore ça. De temps en temps, j'en achète, mais c'est pas récurrent. C'est pas une habitude que j'ai pris de manger du poisson. Ça va plutôt, tiens, ce week-end, on se fait un petit plaisir, on prend un poisson, ça se cuisine, machin, on y va tranquille. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand c'est des plats qui soient rapides à faire. Je suis un très mauvais cuisinier. Mes enfants, d'ailleurs, me disent, ouais, avec toi, on mange toujours des pâtes et du riz. C'est vrai qu'avec moi, on mange toujours des pâtes et du riz. C'est assez drôle parce que heureusement que j'ai ma compagne qui varie plus les plats, qui se creuse un peu plus la tête que moi. Et le repas plaisir du week-end, bah tiens, vas-y, j'achète pour faire des hamburgers, des machins comme ça. Donc, mais tout, faut que ça soit toujours très facile, quoi. Et donc, ouais, tu parlais compléments alimentaires, oméga 3, magnésium. Oméga 3, magnésium. Qu'est-ce que je prends des fois? En ce moment aussi, parce que j'ai un de mes clients qui est un ami, en fait, qui me donne des fois des trucs. Enfin, là, il m'a donné alors je sais pas trop les vertus, il m'a dit, écoute, tu prends un quart de verre d'eau salée qui vient de la mer Noire. Et il m'a dit, je sais plus ce que ça devrait. Donc là, en ce moment, je teste l'eau salée le matin à jeun. Ok. Mais dilué avec de l'eau. Et est-ce que tu as des. Est-ce que je vois que tu as une montre un peu toute pourrie. Est-ce que Ouais. tu suis un peu la data? Est-ce que tu as des. Comment est-ce que tu objectives ta progression à l'entraînement et comment est-ce que tu te préserves du risque de surentraînement? Alors, c'est vrai que la montre, j'ai eu des périodes avec des montres connect, enfin euh, des montres GPS, pardon. À chaque fois, je l'ai cassé. Je sais pas pourquoi je l'ai cassé, je l'ai perdu, elle marchait plus. Et là, depuis un moment, j'ai juste ma montre Decathlon à 10 euros. Pas parce qu'elle vaut 10 euros, hein, c'est parce que c'est un truc simple et j'ai juste besoin de mon chrono. Même si des fois je me dis j'aimerais bien savoir un peu plus, mais j'ai jamais été trop hyper connecté, quoi. Comme je dis, des fois j'ai acheté des montres GPS, je me servais de quoi? Je me servais du cardio, un peu de la vitesse, de l'allure, et c'est tout, quoi. Vraiment, je me servais de 5% de ce que la montre pouvait m'offrir. Et non, je suis beaucoup. En fait, comme j'ai fait du sport depuis très longtemps, alors c'est pas une vérité, hein, ce que je dis, mais j'ai fait du sport depuis très longtemps. Je pense que mon corps, j'ai appris à le connaître et je connais un peu les signaux, en fait. Je pense que j'arrive à repérer quand même des signaux dans mon corps qui fait, et même, je suis beaucoup entre la sensation, je travaille beaucoup l'intuition et la sensation, en fait. Alors, par contre, ça n'empêche pas que j'ai aussi je fais des planifications pour progresser, ouais. C'est-à-dire que je vais me dire, OK, cette semaine, j'ai ces séances-là, je la valide à cette vitesse-là. La semaine d'après, je la valide à une vitesse supérieure. Je suis pas dans un entraînement, je suis pas dans l'entraînement le plus intelligent possible, mais je pense sur un entraînement qui est évolutif, mais d'une manière modérée et pas forcément, c'est vrai que le cardio, je l'utilise très très peu. Ouais. Après, tu vois, tu dis oui, ça fait longtemps que je fais du sport, donc je suis à l'écoute des signaux de mon corps. Et d'un autre côté, quand tu as un gros mental, justement, que tu es très discipliné, et ben, tu as un petit peu cette tendance, peut-être pas toi, mais en tout cas, moi, je sais que j'aurais cette tendance à entendre les signaux, mais pas vouloir les écouter en mode non, tu as prévu de faire ta séance, tu l'as fait. En vieillissant, je deviens de plus en plus euh, flexible ou compatissant avec moi-même. Mais en tout cas, avant, ça aurait été plutôt ma réaction par défaut. Non, non, oui, après, c'est vrai que. Et maintenant, ouais, non, si je fais un truc qui va pas, je peux moduler enfin, des fois, c'est les séances où si tu sens que des fois, il y a une grosse fatigue qui s'est faite parce que t'as une charge d'entraînement qui a été très, très dure pendant 2 3 jours et tu veux t'infliger encore une séance qui sera pas optimale, même si quelque part tu vas tu vas le faire de la meilleure manière que tu pourras le faire ce jour-là, mais elle sera pas fait du bonne manière parce qu'il y aura peut-être ce risque de blessure qui sera là. Donc des fois, ça m'arrive d'inverser de certains jours de séance et ça me dérange pas. Je suis pas hyper trop autoritaire sur moi-même en me disant ok, si cette séance-là, elle peut être un autre jour, c'est pas grave. Ouais, après, et comment ça se passe quand, par exemple, tu te blesses et parce que là, tu vois, tu as tout ton plan d'entraînement, il est planifié en fonction de ta compétition. Ouais. Et si tu te blesses ou que tu es malade, que tu peux pas t'entraîner pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, tu as presque l'impression de devoir recommencer à zéro après. Non, parce que tu vois, enfin, je sais que cette année, bon, j'ai pas eu, enfin, les pépins physiques, j'ai pas eu.
J'ai eu plutôt des pépins saisonniers, comme en décembre, j'ai eu une bronchite qui m'a suivi pendant plusieurs semaines, donc c'était un peu compliqué pour s'entraîner. Bon, déjà, à la base, c'était de ne pas m'entraîner dehors. Donc, j'avais arrêté totalement de m'entraîner dehors, déjà pour les bronches, je sentais que c'était pas très bon. Après, ouais, je diminue un peu. Après, voilà, je suis obligé j'adapte quand même. C'est sûr que je vais peut-être mettre moins d'intensité parce que mon corps, il va me dire stop. Parce qu'il y a une année, je m'étais tapé une bronchite. J'avais trouvé le meilleur moyen, je toussais. Pour tousser, c'est bien, je vais aigrir le mal par le mal. J'étais parti courir et je forçais et je toussais de plus en plus dans le truc. Et ça m'a déclenché une bronchite et j'ai eu pendant 2 mois la bronchite. Là, je me suis dit, attends, cette année, tu commences à avoir des signaux, bah, tu vas mollo, tu vas pas dehors dans le froid à moins 10 degrés. Et non, je pense que je m'écoute. Alors, les signaux qu'on ressent sont peut-être pas toujours les bons, mais je pense que je reste quand même assez à l'écoute de mes ressentis. J'ai plusieurs amis qui écoutent ce podcast. Bah, il y a Rudy d'ailleurs, il y a Pierre aussi qui prépare leur premier Aerox. Ce serait quoi les 3 conseils clés que tu donnerais à nos auditeurs qui s'apprêtent à courir leur premier Aerox? Bah, c'est De s'entraîner. Oui, évidemment. Bah, déjà, oui, non, non, mais de s'entraîner clairement et de s'entraîner avec tout. Sur chaque qualité physique. Donc la course à pied, d'aller courir, de faire de faire au moins une fois par semaine du compromise run, de tester au moins chaque mouvement, plusieurs fois, éventuellement la technique, etc. Mais d'avoir une approche déjà sur chaque mouvement que tu peux avoir. Parce que bon, après, des fois, c'est un peu compliqué. Tout le monde n'a pas accès, par exemple, à un sled. Même si c'est pas, finalement, pour une salle, c'est pas grand chose, mais il n'y a pas des sleds partout. Et au moins d'avoir une approche sur chaque exercice, quoi. Après, encore une fois, est-ce qu'on parle de compétition ou est-ce qu'on parle juste souvent, on parle quand même de dépassement. C'est-à-dire que les gens qui se préparent veulent un dépassement et aller au plus loin de ce qu'ils peuvent faire. Donc, je conseille au moins de s'entraîner déjà au moins 3-4 fois par semaine, dont au moins 2 fois du running, une fois un compromise. Et j'aurais tendance à dire un peu de renforcement musculaire. Ok. Et pour une Spartan? Bon, à peu près dans le même ordre d'idée, hein. Sauf que Spartan, bon, je conseillerais aux gens d'aller faire un peu plus de outdoor et de chemin un peu escarpé, parce que la Spartan, c'est du trail, donc on est dans du chemin escarpé. Et c'est encore une autre foulée, une autre course. Comment tu peux te préparer un peu aux obstacles parce que toi, tu avais de la chance, tu avais une salle avec les obstacles, mais bon, la plupart des gens, ils n'ont pas forcément accès aux obstacles. Bah, faut déjà, c'est travailler les qualités physiques, déjà, que tu as besoin. Par exemple, je veux dire, un truc tout bête, si tu dois faire des monkey bars et que tu n'as pas de monkey bar, déjà te préparer à ton grip, avoir un bon grip. Donc, je sais pas, rester suspendu une barre, ok, je reste 2 minutes suspendu à la barre. Déjà, ça me permet d'avoir un bon grip et de mieux appréhender l'épreuve. Bon, après, tu peux toujours essayer de porter un sac, porter un truc, tu peux toujours adapter. Après, voilà. Après, maintenant, les choses sont quand même démocratisées. Tu arrives toujours à trouver de plus en plus maintenant des endroits dédiés. Mettons, tu fais une préparation. Ce que je dis aux gens, des fois, faites vos préparations, vous adaptez si vous n'avez pas vos appareils, les appareils que vous avez. Mais de temps en temps, allez dans un endroit où vous pouvez vraiment vous entraîner. Ouais. Genre une fois par mois, tu te fais un piquant Spartan où tu passes la journée à faire des obstacles, quoi. Voilà. Alors moi, actuellement, je cours plus en Spartan. En fait, j'interviens pour eux, je travaille pour eux. Mais je cours plus en tant que coureur. Oui, je sais, mais malgré tout, tu as quand même une grosse expérience sur le sujet. Ah oui, et puis oui, potentiellement, oui. tu as des gens que tu coaches, tu vois. Non, mais clairement, non, mais après, après, justement, tu vas il y a toujours des salles. Après, même si la salle n'est pas complètement spécifique, il y a toujours moyen de bidouiller quelque chose, je trouve. Ok. Ouais. Est-ce que, s'il y avait un petit takeaway que nos auditeurs pourraient emporter avec eux, avec 2-3 key points qui pourraient retenir de notre échange, ou bien des choses même dont on n'a pas parlé, qui pourraient les aider à vivre une vie à la hauteur de leur potentiel, des choses applicables dans leur quotidien, 2-3 choses que tu aimerais leur offrir comme ça, à emporter avec eux? Bah écoute, j'ai l'impression que je vais dire des trucs bateaux. Non, c'est toujours. Je pense qu'on a tous un potentiel dans quelque chose. Après, c'est exploiter ce potentiel. Je pense que moi, en l'occurrence, sur l'Aerox, c'est arrivé d'une manière où j'ai l'impression que je n'ai pas fait pour ça, mais j'ai des grosses aptitudes pour ça. Mais c'est d'aller chercher. C'est de s'entraîner, c'est d'y aller, et on va dire de pas trouver. Moi, je bafouille, mais c'est de pas se trouver des mauvaises excuses. Parce qu'on a toujours une bonne excuse pour ne pas faire quelque chose. Je trouve globalement, c'est souvent ça. Même moi, des fois, je commence à me dire, ah, nana, je fais, attends, ça sert à rien de se mentir à soi-même. Je trouve que des fois, on se ment un peu à soi-même en disant,
même la fatigue. Je suis fatigué, oui, je suis fatigué, mais ça t'empêche pas de faire des choses. Tu fais, ok, bah t'adaptes, t'es fatigué, tu fais autre chose. Il y a toujours un truc tu peux toujours faire quelque chose en fonction de ta capacité. Je pense qu'on parlait un petit peu tout à l'heure de nos ancêtres. Je pense qu'eux, ils n'étaient pas toujours en très grande forme quand ils allaient chasser. Hein. Et je pense que quand tu as faim et que tu vas chasser, t'as rien dans le ventre et tu es dans le dur. Et je pense qu'on est quand même. L'être humain est capable d'aller chercher très loin, surtout quand. Je pense qu'il y a toujours des gens qui nous inspirent. Moi, par contre, j'aime bien regarder des vidéos sur des choses extraordinaires de la vie. Et on voit comment l'être humain, jusqu'à où il peut aller, en fait. Dans plein de sports, dans plein de choses, que ce soit sportif, pas sportif, jusqu'à où il est capable d'aller. Donc, je pense qu'on est tous capables, au moins, de débloquer quelques pourcentages de tout ça en nous, quoi. Bah, une bonne façon de faire les choses quand t'as la flemme de t'entraîner parce que t'es fatigué, parce qu'il fait pas beau, parce que ceci, parce que cela, c'est déjà de t'habiller. Et après, une fois que t'es habillé, que t'es full habillé, là tu prends la décision, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas. Bah, naturellement, tu vois, le fait d'avoir déjà fait cette toute petite action, et ben, il y a 99% de chances pour qu'une fois habillé, bah, tu dises, bah non, mais c'est bon, maintenant je suis habillé, j'y vais, quoi. Et après, voilà, si j'ai un conseil, si j'ai un conseil évidemment plus concret, c'est de se créer un objectif. Ouais. Ok, je m'inscris à l'Aerox, bah ok, je suis inscrit, bah je me dois de faire les choses. Ok, j'ai envie de devenir un champion d'Aerox, bah il va falloir que je m'inscrive à plein d'Aerox, je fasse par étapes, que je fasse, ok, je fais 1h15, je fais 1h10, je fais 1h05, et un jour je ferai moins d'1 heure, et se créer des objectifs sur des petits objectifs, des grands objectifs, et pourquoi pas un immense objectif à long terme, mais c'est d'y aller soit par étapes, de peut-être pas trop être gourmand, pas trop gourmand des fois face à soi-même, c'est-à-dire comme si j'allais dire voilà, on va pas tous atteindre la lune, par contre on peut tous aller dans une direction et aller chercher un petit objectif et un peu plus grand, un peu plus grand, un peu plus grand, pas trop être gourmand et y aller au fur et à mesure. Ouais. Et moi, j'utilise beaucoup cette stratégie. Et c'est comme ça que j'ai fait le Mont Blanc, ma Spartan Ultra, que je fais mes courses à Beyond Ultimate. Et en fait, le secret, c'est aussi de m'engager avant de réfléchir au plan ou de me demander si je suis prêt ou pas. Bon, et bien sûr, il ne faut pas être complètement inconscient sur le temps, etc. Mais je veux dire, si tu commences à réfléchir à toutes les raisons pour lesquelles tu n'es pas prêt ou tu ne peux pas le faire, ben, ça va te décourager avant même de le faire. Donc, moi, j'ai tendance à m'engager. Tu vois, j'ai envie de faire quelque chose. La Spartan Ultra, c'est exactement ça. On en a parlé avec mon ami JB, justement. Ça m'a tout de suite donné envie. Et je me suis dit, OK, bah vas-y, on rentre ce soir, on s'inscrit. Et je savais même pas exactement ce que ça représentait. Mais je savais que c'était dans 8 mois que j'étais inscrit et maintenant je construis le plan. Et voilà, et maintenant je suis engagé, donc j'ai plus le choix. Et donc, comment est-ce que j'optimise au mieux ces 8 mois pour être prêt et finalement réussir à arriver au bout. Et ça te fait aussi exploser tes croyances limitantes tu vois, moi je pensais que j'étais incapable de courir, etc. Ben, maintenant je sais que je suis capable. Et en fait, ça te donne l'impression que le monde est beaucoup plus grand parce que tu as la sensation d'être sans limite, d'être capable de tout. Tu vois, quand je regarde par la fenêtre de chez moi à Évian, je vois la montagne derrière et le sommet paraît super loin, tu vois. Et donc pour moi, c'était inimaginable d'arriver, d'aller jusqu'en haut et puis de revenir. Alors que maintenant, ben, mon entraînement parfois le samedi ou le dimanche, c'est juste que je pars, je monte en haut, je redescends et puis ça m'a pris la moitié de la journée, quoi. Et ça, c'est une liberté géographique, mais c'est aussi une liberté intellectuelle parce que, comme je te le dis, ça me donne une sensation de puissance. De puissance, pas dans le sens de force ou de pouvoir, mais plutôt dans le sens j'ai pas de limite, je suis capable de tout faire, quoi. Non, mais carrément, moi, je suis tout à fait d'accord. Parce que moi, je me le contrains sportivement et personnellement et professionnellement. Des fois, c'est ça que j'ai besoin des fois. Donc, finalement, c'est se créer des petits objectifs et pas avoir trop gros parce que sinon, on voit trop gros, bah, on se dit c'est impossible. Et finalement, d'y aller par étapes. Et je pense que c'est la meilleure, une des solutions, c'est de prendre des étapes. Après, ça dépend du caractère de chacun. Chacun a sa façon de penser, mais c'est surtout de faire quelque chose. Et je pense dans la vie, de toute façon, dans tous les cas, il faut se créer des objectifs, il faut se créer des choses. Que ce soit sportif, pas sportif, plein de choses. Si on se crée pas d'objectifs, la vie, je pense, est un peu plate, quoi, d'une certaine manière. Parce que, enfin, je parle d'Aerox en l'occurrence, parce que quand t'es dedans, tu fais quand même, on se fait mal, quoi. On y va, on se refait mal, on sait où on va, mais à chaque fois, on se dit quand même, ça fait mal. Mais il y a tellement de satisfaction, en fait, d'arriver à ce qu'on a voulu, quoi. De toute façon, je pense que la satisfaction n'a d'égal que la douleur qu'on a ressentie pour y arriver. Exactement. Ouais. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé dont tu aurais aimé parler? Non, je pense qu'on a justement, on a dérivé un peu. Ça me fait plaisir justement d'avoir été un peu plus dans le côté personnel. Bah écoute, non, après, c'est mes ambitions. Après, les ambitions, même à 43 ans, je veux dire, j'ai pas, en fait, à 43 ans, si on part un peu de là, j'ai pas de limite.
Parce que je me donne pas de limite, en fait, le fait d'avoir 43 ans, et je pense que c'est pas une limite pour les gens. C'est juste, pour moi, c'est un chiffre, même si, évidemment, mon corps, il me dit que j'ai 43 ans apparemment, même si je le sens pas. Mais c'est de pas se donner de limite par rapport à ça. On me dit combien de temps encore en aérox à haut niveau, bah, le temps que je pourrais. J'ai pas d'ego à me dire je vais terminer sur le haut de la marche, mais si je dégringole, bah, je prendrais toujours plaisir à le faire d'une certaine manière, je pense. Je sais pas si tu as vu ce documentaire sur Netflix d'une femme qui, lorsqu'elle était jeune, était championne de natation. Alors, je me souviens plus sur quelle distance, etc. Mais elle était vraiment à très haut niveau. Et puis, elle avait tenté une traversée entre Cuba et la Floride. C'est possible, ça? Oui, c'est possible. Et qui devait faire 180 km. Et donc personne n'avait jamais réussi. Et donc elle a essayé enfin moi elle a essayé en tout cas quand elle était jeune au top de son niveau. Elle a échoué. Et puis depuis tous ceux qui avaient essayé avaient échoué. Et donc à 65 ans, donc 40 ans plus tard, ou 40 ans ou 45 ans plus tard, elle s'est dit je veux renouer avec ce rêve et le faire. Évidemment, personne ne croyait en elle. Elle avait déjà pas réussi à 20 ans. Depuis, il y a plein d'athlètes de haut niveau qui avaient essayé, qui n'avaient pas réussi. Elle, à 65 ans, une mamie, retenter le truc et y arriver. Enfin voilà, donc personne voulait la soutenir, etc. Et malgré tout, bon, faut dire qu'elle, pour le coup, elle a un ego hyper fort. Et l'ego est aussi un moteur de transformation. Et donc, elle s'est engagée là-dessus. Elle a échoué 2 ou 3 fois. Et puis, la 4e fois, elle a réussi. Et elle était la première femme la première personne au monde tout court à réussir à faire ses 180 km à la nage. Moi, elle s'est fait attaquer par des méduses, etc. Enfin, ça a été toute une histoire. Mais c'est beau, je trouve, de montrer voilà, que. Non, c'est inspirant. En plus, ça fait voir que les choses, c'est parce qu'on a envie de les faire qu'on va réussir. Et avoir ce côté de persévérer, c'est incroyable, quoi. Je trouve ça cool. Et en plus, surtout parce que quand tu sais à quoi t'en tenir et tu sais ce que ça représente et que tu dois refaire, il y a un moment, tu dis, bah, peut-être que je vais arrêter. Et finalement, quand tu as ce mental d'aller chercher plus loin, bah, c'est génial. Et je trouve que tous ces gens, en fait, ils t'inspirent. En fait, ça inspire au quotidien. Pour ça, bon, moi, j'aime bien le sport, mais j'aime bien aussi regarder tout ce qui se fait autour et surtout ce que l'homme est capable de faire. En fait, ça, je trouve ça j'aime bien. Ouais. Si justement tu veux aider des hommes à prendre conscience de leurs capacités, en gros, si on veut se faire coacher par toi, tu prends quoi comme type de profil? C'est que des super athlètes ou tu prends un peu tout le monde? Non, je prends un peu de tout. Après, c'est vrai que cette année, j'avais un peu calmé le coaching. Là, cette année, je m'étais plutôt concentré sur le coaching en one-to-one. Donc, les gens venaient à moi dans la salle de sport où je travaille. Je faisais pratiquement pas de suivi cette année. Bon, j'ai un programme en ligne que les gens peuvent suivre, un programme sur 12 semaines sur le suivi. Pour l'Aerox? Pour l'Aerox, une préparation 8 à 12 semaines. Donc ça, c'est pour tout le monde. Je veux faire un Aerox, je peux acheter le programme. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Ok, je veux faire un Aerox, comment préparer? Bah, ok, trop cool. Je mettrai le lien dans l'article. Ouais, et voilà. Et là, j'ai quelques pistes, voilà, pour pouvoir. Parce que malheureusement, c'est vrai que j'ai beaucoup de demandes. Après, les gens, des fois, je sais pas s'ils se rendent compte, mais des fois, ils me posent beaucoup de questions, quoi, sur les réseaux. Et des fois, je prends pas le temps de répondre. Des fois, je vois ce qui a marqué, je lis, et après, je me dis, je répondrai plus tard. Après, le temps passe et t'as pas le temps. Bah, tu leur dis d'aller écouter le podcast? Voilà, d'écouter le podcast. Et là, j'ai des projets de coaching en ligne qui vont se faire, mais pour l'instant, j'ai pas de date à donner, quoi. Je donne pas de date, parce que j'ai pas de demande à ce niveau-là. Mais en tout cas, ce sera avec plaisir, parce que moi, j'adore, en fait, me dépasser, mais j'adore aussi transmettre ma passion aux gens et transmettre ce que je peux transmettre à mon niveau. Mais je peux, voilà. C'est quoi un bon objectif avec ton programme là en 12 semaines pour un amateur qui est déjà un peu fitness, un peu sportif, sans jamais avoir fait d'Aerox? Ça serait quoi un bon temps à viser pour lui? Un bon temps à viser, c'est un mec en solo qui est un peu sportif, qui fait sa deuxième Aerox, c'est moins d'1h05. Moins d'1h05? Ouais. Ah ouais. Bah, qui est un bon sportif, on parle. Ouais, tout à fait. Ouais. Ok. Et après, c'est déjà, bon, voilà, qui a des bonnes capacités. Sinon, globalement, voilà, c'est déjà, si tu rentres moins d'1h10, déjà, ça commence à être. Bon, Rudy, si tu nous écoutes, on attend à ce que tu fasses moins d'1h05. Ah, mais je crois il est en double. Il est en double. Ouais, donc, il fera normalement moins d'1h05. Alors, je sais plus s'il est en double pro ou en double open, mais. Je crois qu'il est en pro. En pro, ouais. Donc, ouais, s'il fait. Donc, la différence entre pro et open, c'est juste le poids? C'est le poids qui change, c'est tout. Ouais. Mais c'est pas juste, c'est tout. Au final, c'est beaucoup. Oui, ça fait une grosse différence. Ouais, ça fait une grosse différence. J'imagine. Ouais. Ok, bon bah écoute Geoffrey, c'était super intéressant, merci pour tout, pour tous tes partages, tous tes conseils. Donc je mettrai les liens de ton compte Instagram pour suivre tes perfs Aerox et puis de ton programme pour se préparer si on veut. Et en même temps, bah, évidemment, ils peuvent te contacter s'ils ont envie d'un coaching en one-to-one. Et voilà. Bah écoute, merci beaucoup David, c'était un grand plaisir.
Allez, trop bien. À plus. Salut.